Bonjour, je suis Damien Favard, secrétaire des Amis du musée de la bande dessinée d'Angoulême, et je vais vous parler d'un entretien que j'ai eu avec Patrick Ouzou, le président historique de l'association. L'idée, c'était de discuter avec lui sur l'ensemble de l'historique de l'association, surtout puisque tout simplement cette année on fête nos 25 ans. Alors, il se trouve que finalement cet entretien, il a duré quasiment une demi-journée. Mais pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup de choses à dire. Tout est intéressant, alors difficile de couper. Là, je vous propose une première vidéo qui va revenir sur les 10 premières années et a fait déjà quasiment 2 heures. Alors, difficile de couper, donc je verrai après dans un deuxième temps. Si je fais une deuxième vidéo, j'ai encore eu 1 heure de rush. Alors, je voulais aussi vous dire autre chose. C'est clair qu'on ne s'improvise pas intervieweur comme ça. Clairement, moi j'ai eu un tic de langage pendant tout cet entretien et je m'en excuse, c'est pas évident, mais bon, en tout cas, j'espère que vous prendrez du plaisir dans cet entretien très très riche en anecdotes et qui revient finalement sur les coulisses de l'association, sur ses débuts. Voilà. Bonjour Patrick. Bonjour Damien, ça va? Très bien, très bien. Alors, ça sera un entretien limité à nous deux dans cette période de confinement. Et on va essayer de revenir sur les 25 ans des AMBD. D'accord. Alors, les AMBD donc, a été créés donc, finalement en 1995, on va dire. Oui, Donc, oui, tout à fait. Juin 95, les statuts sont déposés à la préfecture de la Charente, à Angoulême. donc une association loi 1901 donc à but non lucratif, donc ça c'est important de le signaler. Hum. Et au départ, donc, c'est sur l'initiative de Thierry Grostin, qui était alors le directeur du CNBDI, c'est ça? Pas du CNBDI, du musée. C'était le musée à l'époque, oui, Du tout à musée, fait. hein. Voilà, on se réunit un jour chez lui. Enfin, on se réunit, moi je sais pas trop pourquoi, mais il y a là Dominique Hérodi, qui deviendra le premier trésorier de l'association, qui est professeur à l'ESI, qui enseigne la bande dessinée. Il y a Sabine Brandes qui s'occupe de communication à la fois pour la Cité et pour le Festival international de la bande dessinée. Et puis il y a moi qui suis la personne qui fréquente assidûment ce nouveau CNBDI, hein, qui a été inauguré fin 89, début 90. Et voilà, je vais souvent à la bibliothèque. Et puis, dans la toute petite histoire, il se trouve que mon épouse, qui est alors assistante maternelle agréée, garde le fils du responsable de la bibliothèque de la Cité, Didier Gaboulot à l'époque. Et Didier était ravi que, effectivement, à la maison, il y a beaucoup de bandes dessinées, que je suis lecteur de bandes dessinées, et il proposera mon nom à Thierry Grostin. Ce qui fait qu'on se retrouve tous les trois et Thierry nous expose alors son idée de constituer une association d'amis du musée. Donc finalement, le musée était plutôt jeune, à peine 5 ans, et tout de suite, donc création d'une association des Amis du musée. Donc je suppose donc sur le principe, par exemple, des Amis du musée du Louvre, ou ce genre de choses en fait. C'est tout à fait ça. Enfin, dans l'idée, c'est tout à fait cela. Euh, Depuis, je me suis renseigné, enfin quelques années plus tard, les Amis du musée du Louvre, c'est la Rolls-Royce, hein, des sociétés d'amis du musée. Euh, nous n'avons jamais atteint de tel, comment dire, tel niveau de nombre et de richesse, je dirais. Alors, on joue Oui. peut-être pas dans la même cour, mais après, on peut quand même mettre en avant le fait qu'on fait quand même des choses. On en reviendra au fur et à mesure de cet entretien, mais il y a aussi le fait de rencontrer énormément d'auteurs pour finalement faire participer aussi les adhérents lors de ces rencontres et puis finalement interagir avec des sérigraphies, etc. Donc ce n'est pas finalement un simple don annuel qui est offert par l'association. Tout à fait, c'est cela. Et puis moi, dès le départ, je ne sais pas trop comment fonctionne une société d'amis de musée, en fait. Euh, alors, avec le recul maintenant, on peut dire qu'on aurait peut-être dû consacrer plus de temps à la recherche de mécènes, à la recherche de personnes qui pouvaient disposer de moyens importants et apporter leur contribution au musée.
Moi, résolument, mais en toute naïveté, je me suis tourné plus vers les adhérents, vers ceux qui allaient adhérer, et donc qu'est-ce qu'on allait proposer à ces gens-là pour les fidéliser et puis pour qu'ils y prennent aussi du plaisir. Et alors ça peut être, enfin maintenant on peut peut-être dire que ça a été une légère erreur de comment dire, de choisir un but, un objectif dans la voie de l'association, mais c'est vrai que j'ai plutôt pensé aux adhérents qu'à des recherches extérieures. Alors après, on est quand même en 1995. On va dire Internet, on va dire n'est pas déployé encore de façon massive, donc voire même inconnu. Donc il faut quand même essayer de promouvoir, on va dire, ce but de cette association. Donc finalement au début, convaincre finalement des adhérents par le fait de mettre des sérigraphies, ça avait du sens au début finalement, de manière à que les adhérents, on va dire, aient un certain intérêt à adhérer et à faire finalement au fur et à mesure les convaincre de la démarche de l'association finalement. Alors, au tout début, c'est le musée qui assure la publicité de l'association via la revue 9e Art qui vient d'être créée et ou qui finance par exemple le premier bulletin d'adhésion que nous avons vu, c'était au recto, il y avait un dessin de Bloch qui parodiait le gardien de l'oreille cassée, et puis au verso il y avait un dessin d'André Julliard. Et ça c'était le musée qui au départ c'était la seule publicité en fait que nous avions. Et quelques années plus tard, on s'est rendu compte aussi que de faire de la publicité coûtait beaucoup d'argent par rapport aux moyens dont nous disposions. Et ça a toujours été compliqué, le prosélytisme à l'intérieur de notre association. Donc, parce que rappelons-le, donc le seul finalement mode de fonctionnement, c'est le budget. En l'occurrence, il est constitué essentiellement de la cotise des adhérents. Tout à fait. Et ça a été très vite là en revanche, ça a été un choix délibéré. Dès le départ, il ne fallait compter que sur nous. Enfin, il était hors de question, et c'était même un peu stupide de penser à réclamer de l'argent public. Si nous, amis du musée, on réclamait de l'argent public, c'était un peu stupide. Autant le donner directement au musée pour qu'il puisse acheter des œuvres ou le consacrer à d'autres acquisitions. Mais voilà, donc, et puis ça fait 25 ans que ça dure, et on ne se soucie que de la cotisation, et elle ne sert qu'à enrichir les collections du musée, quoi. Alors revenons là sur cette création, donc 1995, donc plutôt juin-juillet officiellement au niveau des statuts, c'est ça? Juin, donc ça veut dire que finalement l'année 95 elle a été assez courte, donc en termes de fonctionnement finalement l'année c'est fini finalement avec combien d'adhérents? Alors l'année 95 c'est fini, nous étions 72. Nous étions 72 adhérents, et sur ces 72, il y en avait 22 en Charente, et le reste, 50 hors Charente. Ce qui représente à peu près 30%, quand on considère. Et finalement, on s'aperçoit que 25 ans plus tard, sur les presque 160 adhérents que nous sommes, il y en a environ une cinquantaine en Charente, qui représente aussi 30%, grosso modo, c'est un tiers de l'association qui est en Charente. Mais surtout aussi sur la Grande Aquitaine et sur Paris. Sur la Nouvelle Aquitaine plutôt, et sur Paris. Alors je reviens à 72 adhérents finalement en quelques mois d'existence, c'est plutôt pas mal pour un début. Finalement, donc il y avait eu l'exposition grâce, on va dire, au musée, notamment avec la lettre parue là dans 9e art. Et finalement, ça a ramené plutôt pas mal de monde dès le début. Donc ça veut dire que dès le début, il y a eu un budget, on va dire, de consacré. Et finalement, on le voit, alors si c'est la fin d'année 95 ou début des 96, mais en tout cas, il y a eu des dons finalement assez rapidement. Il y a eu effectivement, dès la première année, les premiers achats. Alors ça, c'était... on avait à peine de l'argent que déjà nous le dépensions. Ça, je pense que là-dessus, on va être assez constant dans les 25 ans qui vont suivre. Oui, il y a des choix d'achat en salle des ventes. Là aussi, ils sont conseillés par Thierry Groschine. Il y a du Benjamin
Benjamin Rabier, du Carandache, parce qu'en 96, le musée va faire une expo Carandache, et puis une revue qui s'appelle Psit, où exerçait aussi effectivement Carandache. Il y a 85 numéros d'un journal qui s'appelle le Psit, qui était en 1896-1899. Donc première année, on va dire plutôt des auteurs, on va dire classiques et cultes, donc Benjamin Rabier, Carandache, donc en vue d'une exposition, et déjà même des revues pour enrichir, on va dire, les collections. Ah, complètement. C'est tout à fait cela, ouais. Et à partir de 96, c'est nous qui, entre guillemets, allons voler de nos propres ailes dans les choix des auteurs que nous allons faire entrer au musée, mais compte tenu de nos moyens, bien sûr, et ça va être une constante aussi des 25 ans des Amis du Musée. Alors, juste avant de revenir là sur finalement de passer à l'année 96, année 95, il y a aussi finalement la mise en place d'une carte d'adhésion et la première carte a été réalisée par Lewis Trondheim. C'est exact, c'est la toute première carte, voilà, nous en parlerons plus tard, mais là aussi, une nouvelle association créée et nous allons manquer dans les premières années de certains réflexes d'archivage, de certains réflexes, enfin surtout d'archivage et de mettre de côté des documents qui nous paraissent pas essentiels à l'heure actuelle, mais qu'il aurait été malin de mettre de côté, de préserver un peu, quoi. Alors Lewis Trondheim, c'est grâce à Dominique Hérodi, le prof de l'ESI, ainsi que le logo aussi, parce que sur les deux premières lettres, les trois premières, même parce qu'il y a une lettre 0, les trois premières lettres, c'est Dominique qui va dessiner un petit logo d'amis du musée, avant qu'on décide tout simplement de prendre comme en tête, par exemple, de papier lettres, la carte d'adhérent de l'année. D'accord. Donc en fait, ce premier logo là, c'était celui qui était constitué de bulles, comme on va dire plutôt comme des vignettes d'une bande dessinée, c'est ça? Oui, c'est voilà. Tout à fait ça. Ouais, c'est celui-là que Dominique avait conçu, quoi. Donc finalement, qui était plutôt réussi puisqu'il faisait bien écho, on va dire, à une planche de BD en fait. Oui, tout à fait. C'était une bonne identité pour l'association. Mais encore une fois, nous allions découvrir au fil des années ce que nous pouvions faire après, quoi. Et c'est pour ça que la carte d'adhérent est devenue quelque chose d'important aussi, sur lequel nous avons porté pas mal d'efforts et d'attention. D'ailleurs, il y aura quelques jolis noms dans les années qui vont suivre. Ouais. Alors, dans cette année 95, est-ce qu'il y a déjà finalement des sérigraphies ou ça sera pour les années qui suivent? C'est en 96 qu'on imagine la première image. Ce sera Christian Gine. Ça, c'est grâce à un adhérent qui le connaît personnellement, qui va lui demander. Et Christian va faire un dessin. C'est la première sérigraphie. C'est un dessin de Christian Gine. Voilà. Et puis après, on en donne peu. Je crois que c'est presque une par an parce que la deuxième, oui, c'est ça. On rencontre William Vance. Fin 95 pour avoir, et c'est sous format marque-page aussi, c'est pas du tout les 21-29-7 que nous connaissons maintenant, c'est des marque-pages toutes les premières éditions. Là aussi, défaut d'archivage, là c'est une faute. Là, je bats ma coupe, mais alors, on n'en a plus, quoi. Pourquoi? Parce que finalement c'est assez original ce format marque-page, mais vu que c'était numéroté signé, donc c'était plutôt par rapport à maintenant dans l'objectif de pouvoir les encadrer, c'est ça? Il y avait tout bêtement le prix, le prix aussi de l'image, mais on n'avait pas un relationnel d'enfer. Je veux dire que les premières, ce sont des sérigraphies, c'est pas une photocopie 21-29-7 ou un procédé plus moderne. C'est vraiment, ce sont des marque-pages sérigraphiés que nous offrions. Et c'était aussi réalisé par le sérigraphe de l'ESI, de l'école du Nil, quoi, à Angoulême, Mustapha Lahalbi. C'est lui qui a fait tous les premiers marque-pages de l'association. Parce que le deuxième, je rencontre William Vance fin 95, c'est 95 ou 96, et c'est là que la deuxième image, c'est quand même un magnifique raton laveur que va nous offrir William Vance, alors qu'on attendait
En effet, elle fait toujours un peu parler cette sérigraphie qui Ils est nous pour fait le coup sourire unique. maintenant, hein, Elle est mais au unique. début, Oui. ça a été... si, bah, ouais, ça a été un étonnement, quoi, de découvrir ce raton laveur. On l'a regardé par transparence, on l'a regardé, je sais pas, en clignant un œil. On s'est dit, mais non, c'est pas... Mais si, c'était bien un raton laveur, voilà. Voilà, elle a le mérite au moins d'être unique, on va dire. Ah, mais tout à fait. Alors là, qui peut se vanter d'avoir un raton laveur signé par William Vance, hein, par les amis du musée? Personne, personne. Parce que la troisième image sera une image de Roger Masse, qui dessinait Pif le chien à la suite d'Arnal, hein, qui dessinait Pif le chien, Léo Bête à part, Pifou, qui avait créé Pifou et que nous inviterons à Angoulême et qui fera un joli don au musée. Alors oui, donc là finalement on s'oriente, là on est déjà en 96, donc on s'oriente déjà avec finalement une rencontre auteur où finalement il y a des premiers échanges en vue finalement de dons ou d'achat de planches et puis même de commencer finalement à discuter en vue d'une sérigraphie. Donc c'est vrai que l'année 96, il y a eu ce premier mode de fonctionnement avec un auteur sur lequel finalement on a abouti avec des dons finalement à l'époque de l'auteur directement et puis une sérigraphie avec un dessin exclusif. C'est cela, hein. Et Roger Masse nous a offert l'original du dessin. Et puis il a réalisé aussi une dalle sur le fameux Parvis des Stars qu'avait instauré le directeur de l'époque, c'est-à-dire André-Marc de Fourcault, qui était directeur de la Cité à l'époque. Et pour Roger Masse, c'était vraiment une consécration, hein. Il était encore en activité quand on l'a fait venir, mais c'était pour lui l'entrée au musée, c'était un véritable honneur, hein. C'était une belle chose. Et là aussi, on a pris conscience de certaines choses mais qui va se vérifier dans les années qui viendront plus tard, hein. Entrer au musée reste pour beaucoup d'auteurs un honneur, quelque chose qu'ils n'envisagent pas au départ. Et bien souvent, ils sont ravis d'entrer au musée, en fait. Parce que, effectivement, on considère toujours que c'est toujours les poids lourds, Hergé, Franquin, Giraud, ces gens-là qui sont au musée. Mais non, enfin, je pense que la philosophie d'un musée, c'est d'accueillir les œuvres, qu'elles soient contemporaines ou passées, mais c'est d'offrir le plus large choix possible de visibilité pour étoffer le panel 9e art, quoi. Et ce que l'on présente aux visiteurs. Oui. Donc c'était pour l'année 96. Finalement, on arrive en 97. 97, donc finalement, on va rester, on va dire, sur les acquis avec la carte annuelle et finalement les sérigraphies, ou les sérigraphies d'ailleurs, je ne sais pas s'il y en a eu plusieurs cette année-là, et puis les dons annuels. Je crois que 96, on avait dit Roger Masse. Il y a eu William Vance et puis Roger Masse, et je crois qu'il y aura... On arrive à Juliard. André Julliard, il me semble. Qui sera suivi d'Uderzo, mais peut-être l'année d'après. Donc en fait, on a bien donc Juliard en 90. Attends, j'ai un courrier d'André Julliard. Oui, c'est 97. Hein. Il signe pour nous indiquer le grain du papier, comme quoi c'était important pour un André Julliard de faire une belle sérigraphie. Et ouais, donc c'est 97. Donc 95, c'est Gine. Et 96, il y a Vance et Roger Masse. Et 97, il y a André Julliard. Et on a donc la carte d'adhérent, donc réalisée par Chauzy, donc avec pareil un dessin exclusif. Oui. Et puis ce qui s'étoffe aussi, ce dont nous n'avons pas parlé, c'est que dès le début aussi, il y a un petit bulletin de liaison qui va s'étoffer. Il y a eu trois mini-lettres, on va dire, 3 bulletins de liaison en 95. Il va y en avoir 4 dans l'année 96 et puis 5 dans l'année 97. Et cette lettre va s'étoffer au fur et à mesure. Ça s'appelle la lettre, ça s'appelle toujours d'ailleurs, sauf depuis sa modernité par Internet, ça s'appelait la lettre des amis du musée de la bande dessinée. Hein. Et ça, voilà, le ton adopté aussi dans cette lettre, dans son bulletin de liaison. Alors,
j'ai privilégié certainement l'humour plutôt que des articles de fond, mais il me semblait qu'il y avait suffisamment de revues à l'époque, parce que là aussi on pourrait revenir au contexte bande dessinée, et ça c'est important dans la datation des lettres. La deuxième année, on n'a pas dit, mais c'est Thierry Robin qui avait fait la carte d'adhérent. La troisième année, effectivement, c'est Jean-Christophe Chauzy. Et la lettre s'étoffe petit à petit. Elle s'étoffe au point qu'on va oser faire, dans les années qui viennent, après, la parution des bandes dessinées. Parce qu'en 95, il n'est jamais sorti que 81 bandes dessinées dans l'année. Et ça, on a tous l'impression de maîtriser les sorties. Et ce qui est vrai, en grande partie, c'est vrai. Les amateurs de bande dessinée savent à peu près où ils sont. Mais donc, dans la lettre aussi, on va proposer des nouvelles du musée, des nouvelles de l'association, mais surtout du musée, et puis les parutions, par exemple. Parce qu'à l'époque, c'était encore complètement, je dirais, maîtrisable. Mais ça va rapidement changer. Oui, ben là, il y a eu la multiplication évidemment des librairies spécialisées, et puis après, on est encore dans les années 90, il y a encore des revues mensuelles de bande dessinée, notamment de prépublication. Et après, oui, c'est l'accélération qu'on connaît, avec un rythme de parution qui est maintenant assez conséquent. Tout à fait. Ouais, parce que pour dire, on y reviendra après, mais par exemple, 5 ans plus tard, création de l'association Juin 95. En 2000, il y a déjà 1055 BD. On a doublé, en 5 ans, le nombre de BD qui paraît a déjà doublé. On va encore maintenir un semblant comment dire, de ce qui nous semble important dans les sorties bande dessinée, mais ça va devenir très vite un travail de titan. Ça prend du temps. Il faut dire aussi que toutes ces premières lettres, pendant quelques années, vont être photocopiées avant d'être envoyées avec des images, des cartes postales ou des dessins aux adhérents, et ça va grever beaucoup le budget des Amis du Musée. Pendant de nombreuses années, on va être tributaire de la lettre des Amis du Musée. Même si maintenant, avec le recul, beaucoup nous disent c'était bien la lettre. La lettre écrite à la main, c'était bien. Bon. Oui, parce que c'était un condensé finalement, comme tu l'as souligné, on va dire les activités de l'association, finalement des actualités du musée, notamment pour ceux qui étaient loin, on va dire, de la Charente, puisqu'on a vu qu'il n'y avait pas que des Charentais. Et puis un peu d'actualité avec les parutions. Donc finalement, il y avait un condensé de beaucoup de choses autour de la bande dessinée. Ouais. Après, il est vrai que de toute façon, c'était pas un magazine de bande dessinée, cette lettre. Et très vite, oui, ça demandait du temps, ça je le comprends bien. Et que finalement, on est sur une association où il n'y a que des bénévoles. Bien sûr, oui, tout à fait, et c'est toujours le cas. Il n'y a jamais eu de salariés à l'association des Amis du Musée, mais ouais, beaucoup de bénévoles. Et moi, je vais pas crier, même si des fois le rythme de parution de la lettre, alors parfois il a été inégal, des fois il y a certaines années il y a eu moins de lettres que d'autres, mais j'y ai toujours pris du plaisir. Si ça m'avait pas fait plaisir, je crois que j'aurais arrêté, j'aurais laissé tomber. Donc j'avais aussi du plaisir à faire cette lettre, à m'imaginer ce que pouvait ressentir, et j'en avais déjà des retours par courrier où les adhérents étaient assez heureux de recevoir cette lettre. Mais on en était en 97. En 97, on va faire des jolis achats, et tout seul, comme des grands. Voilà, sans indication de la part du musée. Il faut dire, pour revenir aussi sur cette année 96, il y a eu un incident assez rigolo en 96. Maintenant, avec le temps, rétrospectivement, je me dispute avec Thierry Groschtin. Alors pourquoi je me dispute déjà la deuxième année avec Thierry Groschtin? Parce qu'il y a une expo Carandache. À l'entrée de l'expo Carandache, il y a un petit panneau qui remercie les sponsors, les mécènes, tous ceux qui ont œuvré pour réaliser l'expo Carandache. Et puis il manque un nom.
celui des Amis du Musée, qui l'année d'avant avait acheté du caronage en salle des ventes. Hein, Dès la première année en plus, voilà, en vue de cette expo. Et bon, alors Thierry est désolé, bien sûr, bien entendu, mais bon, ça a été une première. Ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille, ça. Mais Alors c'est intéressant que tu soulignes sur ce point-là, finalement, dès le début. Parce que finalement, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui en 2020? Finalement, ça a l'impression que ça devient un running gag dans le sens où c'est pas toujours évident de mettre en avant les dons des AMBD, notamment des œuvres exposées au musée. Ouais, ça c'est vrai, on a pu le constater, même si je dirais, allez, depuis quelque temps, le musée y est plus attentif quand même à penser à mettre au bas des planches, dont des Amis du musée. Mais ça aussi, j'y ai réfléchi, enfin, nous y avons réfléchi avec le temps. Euh, comment dire ça? Je pense que une des grosses défaillances de notre association, c'est que, puis là j'en suis responsable parce que j'en étais responsable au début, j'ai pas assez imposé l'assaut au niveau du musée. On n'a pas été reconnu. C'est vrai qu'assez vite on a été pas écarté mais considéré comme une bande de joyeux trublions, rigolards et passionnés de bande dessinée qui faisions un don annuel. Mais on réclamait jamais rien, ça ce qui était vrai. On était des gentils dingues, collectionneurs de bandes dessinées, et puis qui faisions un don. En même temps, en même temps, ça permettait aussi d'être autonome et puis et aussi d'être indépendant. Ah mais c'est vrai, on y tient beaucoup, on y a toujours tenu, puis on y tient beaucoup, et quels qu'étaient les présidents différents qui se sont succédés à la tête de l'association, il y a toujours eu cette indépendance qu'on a tenu à préserver, mais il y a eu des moments du relationnel difficiles, on va dire, dans la non-reconnaissance justement des dons, parce qu'après tout, il y a quand même quelques belles entrées au musée, et quand je dis entrée, ça veut dire que c'était les premières planches de certains auteurs qui vont entrer au musée. Et c'est pas rien parce que Jean-Yves Mitton, c'est une entrée au musée, il vient en 97, mais après, il y aura Jacques Ferrandez, il y aura Jean-Luc Loyer ou Nicolas Dumonteuil, et puis Zepp. Enfin, je veux dire que Tarquin, il y a des auteurs absolument respectables et respectés qui vont entrer au musée, et ne pas voir notre nom, ça, c'est quelque chose qui m'a toujours troublé vis-à-vis des... Je pensais aux amis qui venaient de l'extérieur, par exemple l'été, de visiter le musée, qui se disaient, bah tiens, j'ai vu cette planche-là dans la lettre, parce qu'elle était photocopiée dans la lettre pour montrer où passait l'argent des cotises, n'est-ce pas? Donc on avertissait quand même les adhérents de ce que nous achetions. Et puis ne pas avoir le nom, des Amis du musée sur le cartel de la planche, ça a donné lieu parfois à quelques explications musclées, oui, entre le personnel du musée et nous. Ouais, tout à fait. Alors, running gag, non, mais tout au moins un petit point. Et j'ai l'impression que là, maintenant, c'est... au bout de 25 ans, oui, on va dire que c'est pratiquement entré dans les mœurs. Très bien, très bien. Si on revient un petit peu sur les dons, c'est vrai qu'on a évoqué Jean-Yves Mitton, donc en fait c'est plutôt conséquent puisqu'on a aussi bien des couvertures, des planches et surtout sur plusieurs éléments de sa carrière. Donc on a aussi bien finalement des périodiques, des couvertures de périodiques type Kiwi, Mustang. On a même une couverture qu'il avait fait pour finalement un comics américain dans X-Men, mais après des planches de Chroniques barbares, de Silence des 200. Donc on a quand même un don qui est très très varié sur l'œuvre de Jean-Yves Mitton. Ouais, pour Jean-Yves, alors, mais ça j'indiquerai dans l'expo parce qu'on revient un peu sur Jean-Yves dans l'expo. Enfin, il y a une des planches de Jean-Yves qu'on a choisie pour les 25 ans, puisque c'est 25 ans, 25 ans, il y a une planche de Jean-Yves qu'on a choisie. C'est la première fois que j'ai à choisir des œuvres. Parce que je rencontre Jean-Yves Mitton dans un festival BD, mais sur la Côte d'Azur.
Et il me dit, alors lui, pour lui aussi, c'est un honneur. Hein. Et j'ai remarqué que tous les anciens dessinateurs, Jean-Yves, c'est un type qui gratte, qui a gratté dans les petits formats, là, comme un fou pour gagner sa croûte. Et pour lui, c'est véritablement aussi un honneur d'entrer au musée. Et je rappelle cette anecdote, il me regarde et il me dit, t'as qu'à choisir. Et il me montre du pouce ce qu'il y a derrière lui. Et derrière lui, il y a environ 150 planches. Et pour la première fois, je vais devoir choisir dans les 150 planches des choses qui vont entrer au musée. Et ça me trouble énormément parce que je me dis pour moi, je saurais quoi prendre, mais pour le musée, oh là là, j'ai pas intérêt à me planter. Et je pense pas avoir fait des trop mauvais choix. Alors, pour les 25 ans, on exposera la couverture de Demain les monstres, mais j'ai remarqué qu'après, Thierry Gochtin, quand il a sorti les maîtres de la bande dessinée européenne, a choisi une planche de Miton de Silence et de sang. Il a choisi la planche que nous avions offerte. Et ça, c'est pas mal, quoi. Mais c'était un moment compliqué pour moi. Je dois reconnaître que j'ai un peu transpiré ce jour-là. Bon. Mais c'est un bel auteur, quoi. C'est un type, quand on pense bande dessinée populaire, Milton me paraît l'archétype de la bande dessinée populaire, toujours avec le respect du lecteur, quoi. C'est vraiment un type qui s'est investi dans son métier, mais comme Roger Masse, quoi. Donc là, on est encore, on va dire, sur... Au tout début. Oui, le tout début. Donc finalement, ouais. ces dons se font plutôt par contact. Là, en l'occurrence, c'était lors d'une rencontre là, dans un festival. Donc on voit que finalement, les rencontres, c'est plutôt à tâtons, en fait, j'ai envie de dire. Et Oui. on le verra en fait au fur et à mesure des années. Finalement, c'est les rencontres qui vont permettre surtout de créer, on va dire, un lien direct avec les adhérents et puis aboutir surtout avec cette notion d'achat et de don. Justement, ce qui avait essayé d'être introduit, c'est auprès des auteurs, c'est une planche achetée ou un don offert. À quelle période ça a été introduit, ça? Déjà avec Jean-Yves, D'accord. avec Miton, puisque Roger Masse a fait un don. Lui, il n'a même pas eu à acheter. Roger Masse a dit, moi, j'offre les planches. Je suis trop content. Avec Jean-Yves, on a fait moitié-moitié, quoi. On a acheté les couvertures des petits formats de celle de Demain les monstres et il a offert Chronique barbare de Silence et de sang et Va et Victis. Sirotota, en revanche, lui, a offert aussi. Il avait entendu la conversation parce qu'il était présent dans le même festival. Il a entendu la conversation que j'avais eue avec Jean-Yves, l'entrée au musée. Il dit, moi, ça m'intéresse, moi, je fais un don. Et il a offert 4 planches pour le musée, quoi. Mais après, compte tenu de nos moyens, on va essayer effectivement de négocier avec les auteurs ce genre de pratique. On vous achète une planche, on vous en offrez une, ça fait 2 planches qui entrent au musée, compte tenu, il y a 2 arguments là-dedans. Il y a l'argument de la rotation. Normalement, c'est pas normalement, un musée national, il a des règles imposées. La planche est exposée 3 mois et elle part 3 ans après dans les réserves. Donc il y a bon nombre de fois où quand il n'y a qu'une planche au musée d'un auteur, on voit un facsimilé. C'est toujours le cas pour Zep. Bien souvent, on a vu plus souvent la planche de Zep de Titeuf, le facsimilé, que la planche originale. Et puis, il y a le fait que la plupart des auteurs vont être sensibles au fait qu'il n'y a pas d'argent derrière. Il n'y a pas d'argent en jeu. C'est l'entrée au musée qui prime. C'est d'abord ça. Et puis, ils sont vite convaincus de la sincérité de notre discours aussi. Donc, ça va se passer bien souvent comme ça. Ou alors les prix consentis, et ça, ce sera marqué dans l'exposition des 25 ans, les prix consentis ne sont pas les prix qu'il ferait dans une galerie ou à un particulier. C'est évident. Et ça, la générosité des auteurs pour le musée, elle est vraie, elle est réelle, elle est véritable. C'est pas un mythe, c'est pas un jeu, c'est vrai, quoi. Ils sont superbes, les auteurs de BD. Oui, tout à fait.
Donc on arrive déjà finalement en 1998. Alors on va commencer pour faire plus simple sur la carte d'adhérent. Donc là on arrive finalement à une carte de Gabrion. Pierre-Yves Gabrion, qui est à l'époque auteur en Charente, hein, donc facile à contacter, que l'on croise assez régulièrement au bar d'échiquier ou à l'école ou dans le musée. Pareil, Pierre-Yves va nous faire une carte. Il va nous offrir aussi l'étude, enfin tous les croquis, tous les crayonnés qu'il a fait pour arriver à cette carte. Et puis, on l'interviewera aussi. On n'a pas encore mis en place au niveau de l'association de réunions mensuelles ou de rencontres d'auteurs. Hein. C'est pas encore institutionnalisé ça au niveau de l'association. On reste encore très éparpillé, je dirais. Oui, toute l'organisation doit être mise en place. On est encore finalement que à la troisième année finalement. C'est ça, par exemple, si on revient sur les AG regroupent, c'est vraiment le seul moment, elles ont lieu au CNBDI à l'époque, dans la salle Nemo, c'est la salle de cinéma, mais on est une petite quinzaine, quoi, et parce que les gens viennent pour le festival. Elles ont lieu pendant le festival, toujours d'ailleurs. Alors moi je m'en rappelle bien puisque finalement moi j'ai adhéré à partir de 98 et oui en effet du coup on se retrouvait finalement l'AG dans la salle Nemo et je me rappelle même que finalement à certaines époques l'AG était même mentionné dans le programme du festival en fait finalement. Oui, c'est vrai. Participer aussi à l'AG bien souvent à des responsables du musée, soit Jean-Pierre Mercier qui était déjà conseiller scientifique à l'époque, soit même le directeur, puisqu'on aura la présence ô combien intéressante d'André-Marc Delecq-Fourcault dans nos AG. Mais elles ont lieu là, mais on est vraiment en petit comité, je dirais, et encore en petit comité parce que, enfin un peu étoffé parce que c'est le festival et que certains adhérents viennent pour visiter les expos du festival et profiter du festival de la ville. Quoi. Alors en parlant d'adhérents, donc là on est, si je me trompe, on a dépassé les 170 là, adhérents je crois. À peu près, ouais, 98, oui. Donc finalement ça a pris très très vite hein, en 3 ans finalement et surtout on est déjà sur des adhérents à l'échelle nationale finalement. Oui, à l'échelle nationale, et puis il y a quand même quelques copains belges qui vont rester longtemps amis du musée. Il y a un ou deux Italiens. Qu'est-ce qu'il y a aussi il y a un Autrichien. Ça me paraît complètement fou. Mais bref, enfin j'apprendrai plus tard que c'est un collectionneur tout à fait respecté et respectable. Puisque Thierry Drochtine fera appel à lui sur plusieurs expos. Donc c'est comme ça que je percute que ce type a un potentiel de collectionneur, mais il est adhérent du musée. Et ça se concrétise en 99 en fait, hein, par le don de 99 et par les achats que nous faisons. On a plus d'argent, on en dépense plus et on offre plus de choses au musée, quoi. Alors en effet j'ai la liste de dons et c'est vrai qu'à partir de 99 on voit que la liste finalement assez relativement étayée, déjà enrichie de beaucoup d'auteurs et pareil avec des œuvres assez importantes. Tu as évoqué tout à l'heure Zev, c'est à ce moment-là finalement qu'on est la planche de Zev qui va rentrer finalement pour la première fois au musée. Donc au finalement, on est passé un peu vite. 98, on avait déjà finalement une planche de Jacques Ferrandez, on avait Jean-Luc Loyer, Mezzo, Jean-Claude Servet, et en fait finalement arrivé à 99. Alors c'est là où c'est assez varié avec finalement Nicolas Dumonteuil, Gibra. Donc on est quand même sur des auteurs finalement qui ont déjà une notoriété imposée, quoi. Enfin, je veux dire importante, quoi. Et qui surtout d'aujourd'hui finalement sont extrêmement réputés. Hein. Oui. On va retrouver aussi, étonnant, des auteurs de Nouvelle-Calédonie et du Québec en fait. Ouais. Alors, bon, ça c'est... la
Nouvelle-Calédonie, c'est venu vraiment par le plus grand des hasards. À un mois du festival, je reçois un coup de fil à la maison d'un auteur qui se présente, qui s'appelle Jarre, qui voudrait bien venir au... Alors, je sais pas comment il a mon numéro ni quoi que ce soit, mais il voudrait bien venir au festival de la bande dessinée, mais il sait pas où loger. Et bon, bah, Jarre va loger à la maison, hein, bien sûr, et forcément, bah, grâce à lui, d'ailleurs, il va faire un don de 3 planches au musée, et Bernard Berger, qui est quand même, La Brousse en folie, est quand même à une certaine notoriété, même en France. Bernard Berger, qui édite à l'époque Jarre, fait une BD avec lui, va aussi offrir des planches. Les Québécois, c'est le même style. Il y a des Québécois qui vont séjourner à la maison. D'ailleurs, quand le Québec va rencontrer la Nouvelle-Calédonie, ça va donner des choses assez explosives. Mais bon, dans un domaine, dirons-nous, dont il ne vaut mieux pas parler, bon, ils ont beaucoup rigolé, hein. Ils ont beaucoup rigolé ensemble, les Québécois. On va dire que la bande dessinée rassemble. Justement, là, moi je reviens sur le don de Jarre qui est très intéressant et surtout vis-à-vis d'une collection donc au musée. On a déjà là finalement une planche et son crayonné associé. Oui. Et bah, très vite le musée va nous dire que c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Enfin, à chaque fois qu'on pourra, ça intéresse le musée de voir les étapes préliminaires à l'aboutissement d'une planche, quoi. Mais ce qu'on peut voir aussi, alors bien sûr on peut le constater maintenant avec le recul, mais on fait feu de tout bois entre guillemets. Hein, on n'est pas cohérent. On aurait pu se donner des lignes en bureau ou en CA, se dire bon allez on va acheter que des auteurs français ou que des auteurs modernes, avant-gardistes ou je ne sais pas. Et c'est vrai que c'est d'abord, on va privilégier d'abord la rencontre avec les auteurs. Hein. C'est vraiment comment dire, je dirais pas le coup de foudre, mais ouais, les liens amicaux qu'on va lier avec les auteurs qui vont décider de leur entrée au musée, quoi. Et je pense, avec le recul maintenant, on peut contester cette façon de faire, mais moi je la regrette absolument pas, et puis je me dis que ça donne au contraire beaucoup de charme, et puis quand même, qui a tué l'idiot? Nicolas Dumonteuil surgit de nulle part. Il avait fait qu'un album avant, L'Enclave. Il a le prix du meilleur album avec Qui a tué l'idiot. Il entre au musée. Il fait don de sa planche. Mais ça se dit. Je suis content. Moi, j'ai rencontré Nicolas Dumonteuil, qu'on l'a reçu l'année dernière, en 2019. Je l'avais recroisé avant, mais à Bassillac, là, et puis c'est bien de rencontrer 25 ans plus tard, enfin 23 ans plus tard, le même auteur qui a sorti bon nombre d'albums, de faire une petite rétro de sa carrière, et puis le type se souvient de vous. C'est grâce à vous qu'il est entré au musée. Et là, moi je m'aperçois que les auteurs de bande dessinée ont aussi une très bonne mémoire. Alors, il y a une chose intéressante aussi, c'est que, alors pas forcément le cas avec Nicolas, mais c'est que finalement réussir à rencontrer un auteur en début de carrière où il est forcément plus facile de l'approcher. Oui. Et surtout un auteur qui au fil des ans va prendre de l'importance et de côté, et très vite on le verra en fait dans les années à venir, c'est que très vite ça va être difficile au regard du budget de fonctionnement de l'association. Donc ça a du sens encore plus d'aller vers de jeunes auteurs en fait. Oui, c'est vrai. Oui. Et puis Zep c'est vraiment mais il sera dans l'expo. Mais ça se passe avec une facilité. J'en suis toujours parvenu pour Zep. On a pris un petit déjeuner à l'hôtel Mercure. J'étais avec mon plus jeune fils, Renaud, qui s'est fait dédicacer un Titeuf parce qu'il lui a raconté que son chat de l'époque, mais c'était vrai et c'était complètement vrai plutôt, s'appelait Titeuf. On a parlé du musée. Il a dit bah oui, je veux faire une planche, d'accord, ouais. Puis quelques mois après, on a reçu la planche. Bon, je me suis dit mais il était pas réveillé en fait. Si je réfléchis bien,
ils avaient dû passer une nuit d'enfer, comme ils font toujours à l'Hôtel Mercure pendant le festival. Mais ça a été extrêmement facile. Mais encore une fois, je pense que parler du musée, c'est facile quand même. Enfin, le but est noble. C'est pas dire, je t'achète une planche parce que je compte la revendre ou l'exposer, et puis on va faire un tirage. Bon, c'est quelque chose qui est valorisant pour les deux parties. Enfin, nous, on était très fiers de faire une planche de ZEP au musée. D'ailleurs, je me demande s'il y en a eu d'autres depuis. Oui, parce qu'à l'époque, c'est déjà un auteur réputé. Titeuf a énormément de succès, et puis Ouais. ça va aller que finalement en augmentant. Donc finalement, arriver en 99 à contacter Zap, oui, ça a été, je pense, assez marquant sur ses premières années de fonctionnement. Ouais. Comme on fera en 2000 un gars comme Chaboutet, qui aura, je pense, un Alphart à venir pour un petit bouquin, un îlot de bonheur, je crois, ou quelque chose comme ça. En 2000, on va faire entrer Chaboutet au musée, quoi. Et alors du coup, avant de passer à l'année 2000, 99, ça marque aussi évidemment ce qui est devenu un rituel, les sérigraphies aux adhérents. Là, pour le coup, on va avoir du Uderzo. Oui, Uderzo qui ne fera pas un dessin original, mais qui marquera un petit mot sur le haut de la sérigraphie, si je me rappelle bien. C'est ça, une sérigraphie en bichromie, donc plutôt avec un fond bleu, donc et le dessin en blanc, et en effet avec un message signé pour les amis du musée, amicalement Uderzo. Donc voilà. Ouais. il avait l'avantage au moins d'être personnalisé. Oui, voilà. Puis après il y a, je pense que la même année. Ah non. Alors, on est en 99. On est en 99. Les sérigraphies à venir sont celles finalement de Book et de Squitten. Book. Alors Book, c'est forcément 99, j'en suis sûr. Et je suis également sûr de Squitten, puisque c'est la fin 99. Et je sais que je lui téléphone avant la tempête. Enfin, je veux dire qu'on est à 48 heures ou 24 heures de la tempête, ça commence à y avoir beaucoup. Et François me dit, je suis désolé, mais je ne peux pas accepter la sérigraphie telle que je l'ai reçue. Les couleurs sont pas réussies, c'est pas les indications que j'ai données. Non, les gars, je peux pas la signer en cet état. Et il faudra refaire un jeu de sérigraphie, ce qui sera fait et puis ce qu'il acceptera de signer. Et donc, je sais que c'est fin 99 que nous avons le marque-page de François Squitten. Alors justement, là, ça marquera finalement la fin de ce format en fait de sérigraphie d'ailleurs. Ça marquera la fin parce que tout simplement quand on arrive en l'an 2000, donc on a déjà fait 5 ans. Et pour les 5 ans, les dessins des auteurs que nous allons contacter, ça va être des grands dessins, ça va être du 21-29-7. Donc ça va presque conditionner, je dirais que c'est au moment des 5 ans que les images 21-29-7 vont s'imposer, quoi. Alors, moi, je note autre chose sur l'année 99. Tout à l'heure, tu as évoqué les erreurs, on va dire, du passé sur les premiers pas, on va dire, de l'association. Chose intéressante, c'est que finalement, ces sérigraphies qui étaient numérotées signées, au début, il y avait l'idée que chaque adhérent avec un numéro et pouvait bénéficier finalement de son numéro d'adhérent sur sa sérigraphie. Sauf que très vite, évidemment, avec des adhésions qui tournent, tout simplement avec des personnes qui ne adhèrent pas, d'autres qui adhèrent, avec des trous, c'est devenu très compliqué et finalement, ça a été abandonné assez vite. Mais pour les adhérents, on va dire, du début, ça a été vu comme une fierté finalement d'avoir ses premières sérigraphies avec son numéro d'adhésion. C'est vrai, tant qu'on a pu faire correspondre le numéro de l'image, disons, avec le numéro d'adhérent, on l'a fait. Et puis après, il y a eu des tirages différents. Fallait un tirage, parce que ça aussi, on l'a pas bien géré. Enfin, tout bêtement, on a gardé des fois des numéros en stand-by en se disant, peut-être qu'il va réadhérer, peut-être pas. Alors, on va pas réattribuer tout de suite son numéro. Donc, on s'est retrouvé, par exemple, à 150 avec un numéro
numéro 190. Donc il fallait qu'on tire au moins 200 images si on voulait que tout le monde ait son numéro. Bon, ça devenait un peu stupide, mais c'est vrai qu'on l'a abandonné, quoi. Alors si, il y a une série, je vais pas mentir, je vais pas me cacher derrière mon petit doigt, mais moi j'ai toutes les sérigraphies numéro 1, quoi. Mais ça, après coup, mais ça aussi j'y ai pas pensé tout de suite, mais après coup je me dis on a une série cohérente. Si on avait été malin, on en aurait au moins une ou deux en archive, quoi. On n'a qu'une série qu'avec le numéro 1. Bon, c'est comme ça. Ah, quoique, non, il y a des adhérents de 95 qui ont eu toutes les images à leur numéro. Je pense à Alain Chabrol, je pense qu'il a eu notre valeureux trésorier. Les premiers adhérents, oui, tout à fait. Ouais, Alain avait le numéro 12, je pense qu'il a toutes ces images numéro 12. Je pense que ça doit correspondre. Sinon, tout à l'heure, tu as évoqué le terme mécénat, mais justement, là, en fin 99, il y a l'arrivée finalement d'un premier membre en entreprise avec la Banque Populaire du Centre. Alors, on réussit à convaincre la Banque Populaire, parce qu'on a ouvert le compte à la Banque Populaire, bon, c'est comme ça, de s'investir un peu. Mais c'est compliqué, les banques. Alors, parce que c'est pas forcément le directeur de l'agence locale qui décide du mécénat ou de soutenir telle ou telle initiative, mais ça nous paraît bien de soutenir le musée, voilà. Et pendant, ça va pas durer, la lune de miel va pas durer bien longtemps, mais on a remis des planches à la Banque Populaire dans le local. On leur proposait d'exposer des facsimilés, bien sûr, pas les planches originales, mais de valoriser un peu cette initiative. Ça a été compliqué. Je pense que là, c'est pareil. Il s'agit d'avoir des bonnes personnes aux bons endroits quand même. Je pense qu'il y a des personnes à l'heure actuelle qui sauraient bien mieux vendre les amis du musée maintenant pour obtenir un partenariat. Tout au moins, oui, un partenariat, que je ne savais le faire à l'époque. Je pensais que l'enthousiasme allait être partagé, quoi. Il y a de ça, et il y a aussi maintenant, on va dire que l'association a quand même, je vais dire entre guillemets, une petite réputation. Enfin voilà, elle est reconnue quand même par un milieu d'auteurs, voilà, pour finalement la qualité, on va dire, des rencontres et le côté finalement non lucratif de ce qu'on fait derrière. Donc là où les premières années c'était loin d'être évident, et on le voit maintenant, finalement il y a même des auteurs qui viennent vers nous. Donc ça serait plus facile maintenant que ça l'a été au début, tout à fait. Ouais. Et puis ça c'est pour le partenariat avec la BP. Mais il y a aussi un événement que nous devons d'évoquer en 99, c'est la fermeture du musée. Oui, finalement, donc à peine l'association créée, on arrive, en effet, à très vite. Alors, en 99, donc pour rappel, finalement, pourquoi 9 ans à peine, finalement, après l'ouverture du musée, pourquoi il se retrouve si tôt fermé finalement? Là, Thierry Groschine va se fendre d'un gros rapport pour expliquer que le musée à l'intérieur du CNBDI est trop petit, qu'il ne correspond plus à l'abondance des œuvres que déjà le musée en 10 ans a engrangé, qu'il n'est pas adapté à la modernité. Alors que moi j'en ai un bon souvenir de ce musée, mais ne nous mentons pas, il était plus ludique que le musée dans les chais, Magélis maintenant. Ça, là, il n'y a pas de comparaison. Mais si tu t'en rappelles, il y avait Super Dupont qui sortait du mur. Il y avait Gaston Lagaffe endormi dans les livres, mais j'en ai un très bon souvenir. Il y avait de la 3D ouais, dans tout ce à fait, musée. tout à fait. Bon. Le Super Dupont, là où j'ai été surpris, ça a été de le revoir à Saint-Malo lors d'une exposition sur Gottlieb. Et quand je l'ai revu, je me suis dit, mais je l'ai déjà vu. Et voilà, c'était le musée en effet. Et il y avait des objets 3D, et puis pas des petits en plus, tout à fait. Ouais. Et donc Thierry va faire un gros rapport pour dire qu'il faudrait un nouveau musée. Donc c'était surtout... Et là, ça va pas être aussi simple, on va s'engager vers quelques années de galère parce qu'effectivement, on ne peut pas convaincre un ministère
ministère de la Culture, le département, la ville, la région, 10 ans plus tard, de dire, bah les gars, il nous faut un nouveau musée de la bande dessinée qui soit plus beau, plus grand, et on va aller vers quelques années compliquées. Donc finalement, c'était pas, on va dire, par rapport aux salles d'exposition, que ça soit permanente et temporaire, mais c'était surtout amené par rapport, on va dire, à la politique de stockage des œuvres qui se retrouvaient finalement trop à l'étroit, on va dire, dans les locaux. Oui, oui. Tout à fait, ouais. Ouais, ouais. Donc finalement, la décennie va être marquée par la fermeture de ce musée et en attaquant finalement les 10 ans de l'association. Voilà. Et on attaque l'année 2000. On peut peut-être, non? Oui. Donc 2000, finalement, alors il va se passer quand même, mine de rien, pas mal de choses. Moi, je note quelque chose, tout début, finalement, 2000, donc bah, c'est dans le compte rendu de l'AG de l'époque. Il y a quelque chose qui va être transmis, c'est le fait que le CNBDI va arrêter le support papier de sa lettre du côté du centre. Et passer au numérique. Exactement. Donc là, on est en 2000 finalement. Là, on a un fonctionnement totalement lettre papier. Et c'est vrai qu'à l'époque, ça avait marqué parce que forcément, il y en a beaucoup que ça avait choqué. Alors, si on revient finalement en 2000, tout le monde n'a pas forcément Internet, tout le monde n'a pas forcément d'email. Voilà. Mais finalement, le CNBD franchit le cap assez tôt. Nous, on y viendra quelques années après finalement. Même de nombreuses années après. Oui, bon, bah ça va. Je dis que je suis un dinosaure. Ouais, j'ai mis du temps à réagir sur le numérique. Ah, bah ça, c'est le moins qu'on puisse dire. La lettre va perdurer un sacré paquet d'années après. Ouais. Ça. Il y avait bah, l'argument donné par De Log4Co à l'époque, hein, c'était évidemment le gain de coût. Hein. Donc, Le coup, ouais, tout à fait, bien sûr. on n'en a pas parlé, mais tu l'as évoqué rapidement. C'est vrai que très vite, les coûts de fonctionnement, ça sera finalement le coût des frais, on va dire postaux, des envois des lettres, va être assez important dans le budget de l'association. Oui, ça a pesé longtemps, lourdement, même si après, à un certain moment donné, on a pu, grâce à un ami du musée, faut pas se cacher, obtenir la gratuité déjà des photocopies. Ça, c'était un certain soulagement. Euh, Parce qu'en fait, les premières lettres étaient photocopiées. Alors, je venais avec du papier le dimanche après-midi, les 3-4 premières années au moins. Je venais au CNBDI le dimanche après-midi pour ne gêner personne. J'allais derrière la bibliothèque, il y avait une photocopieuse, je venais avec le papier et là je faisais les lettres, je photocopiais les lettres. Alors ça veut dire que les premières n'ont pas des qualités super. J'étais devenu assez balèze pour débourrer la machine. Ça, je me rappelle très bien. Il y a des moments, je crois que j'aurais tapé dessus à coups de marteau. Mais bon, mais c'est vrai que nous, on va perdurer sur la lettre parce que honnêtement, elle plaît toujours autant cette lettre écrite. Oui, tout à fait, c'est un peu la marque de fabrique. Il y a, comme tu l'évoquais, le fait qu'elle soit écrite à la main, donc ça rajoute un peu plus de chaleur, et c'est toujours l'élément qui permet de relier tous les adhérents. Puisque même si on a une AG finalement qui va devenir récurrente pendant le festival, tous les adhérents ne se déplacent pas finalement à Angoulême pour finalement lors de cet événement ou des rencontres dans l'année en fait. Bien sûr. D'ailleurs, moi, ça reste un sujet d'émerveillement. Au bout de 25 ans, il y a des adhérents. Dans les 72 premiers, j'ai vérifié les bulletins d'adhésion avant que tu m'appelles, et il y a encore des personnes qui sont adhérentes là. Je ne sais pas combien de fois elles ont mis les pieds à Angoulême. J'espère qu'elles sont venues plusieurs fois. Mais soutenir un musée quand on habite à 300 ou 400 km de là, moi ça me paraît complètement... C'est magnifique en fait, c'est superbe. Donc moi je remercie beaucoup ces adhérents de la première heure qui sont toujours là et qui habitent très loin de ce musée. Donc ce lien malgré tout était... Et puis il y avait pas mal de retours courriers qui nous incitaient à poursuivre comme ça, quoi. On a dit fermeture du musée en novembre 99, mais aussi extrêmement important. Je vais dire deux choses, extrêmement importantes.
Il y a les copains de Bassillac, leur festival a 10 ans, en 99. Les copains de Bassillac qui vont adhérer aux Amis du Musée assez rapidement plus tard. Assez rapidement, je sais pas être ça plus tard. Et puis, et puis, fin 99, nous recevons le fameux dessin de Franck Margerin, qui va devenir quand même le symbole de l'association, on peut le dire, oui, tout à fait. Dessin porteur de l'association à partir de l'année 2000, quoi. Alors, ça c'est un élément important. Finalement, Margerin, donc avec cette carte d'adhérents, qui, en fait, plus qu'une carte, finalement, on a la notion, on va dire, de musée de la BD dans cette carte, hein, même si finalement certains s'étaient déjà essayés, hein, puisque dès le début, Trondheim finalement mettait en avant des personnages dans un musée au travers, on va dire, de l'exposition d'une planche. Finalement, tous les premiers, clairement, se sont prêtés au jeu, à essayer de mettre en valeur le musée de la BD. On a oublié aussi quand même Mézières, en détail, mais qu'en 99, la carte d'adhérent avait été réalisée par Jean-Claude Mézières, qui lui aussi nous fait quelques gentils monstres avec le cadre d'un musée, bon, à la suite de Pierre-Yves Cabrion. Mais bon, Jean-Claude Mézières, c'est pas rien quand même, qui nous fait une carte d'adhérent. Et ce dessin, oui, va devenir emblématique, et puis il est encore d'actualité parce que. Et puis on devient un peu, nous les gardiens du musée. Alors effectivement, c'est rigolo, parce qu'on devient les gardiens d'un musée fermé. Mais ça, on attaque l'année 2000, quoi. Alors du coup, pour l'année 2000, là, j'ai évoqué finalement l'AG, là, qui est plutôt en début d'année. Il y a une idée qui apparaît finalement de célébrer ces 5 ans avec finalement un diptyque de sérigraphie. Voilà. Et il y a 3 auteurs qui vont accepter de nous faire un dessin. C'est Jacques Ferrandez, c'est Herman et coup de bol, c'est Möbius. Möbius va nous faire un dessin où l'on voit un personnage à la Möbius tenir un panneau qui dit « Le musée d'Angoulême est beau ». On ne pouvait pas rêver mieux. Alors j'ai pas eu Möbius, hein, j'ai eu... c'est là où on mesure aussi l'évolution des choses. Avec Herman, on peut discuter en direct. Avec Jacques, encore plus. Et puis, c'est devenu un ami depuis. Mais avec Möbius, non, j'avais eu droit à... je pense à son épouse, en fait, qui m'avait dit, je sais pas si le maître pourra vous faire un dessin. Moi, j'avais balisé, parce que je me disais, ce serait quand même bien. Et finalement, le maître avait eu la bonne idée et la gentillesse de nous faire un dessin. Et donc on aura cela, et puis on aura 2 adhérents qui vont réaliser un CD pour les 5 ans des Amis du Musée. Alors oui, je peux en parler puisque je fais partie de ces 2 personnes, donc avec Christophe Charrière, avec mon acolyte. Voilà. Oui, l'idée c'était de faire quelque chose pour ces 5 ans. Et alors, encore une fois, on est 99, donc 2000, finalement, très vite, on dit mince, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et finalement, il y avait eu un CD-ROM qui circulait, donc un CD-ROM, donc pour une lecture exclusive sur ordinateur, qui présentait déjà à l'époque le CNBDI. Donc, et d'ailleurs, il y avait une toute petite page pour l'association, finalement. Et donc, l'idée, c'était, Internet, c'était le début. Moi-même, j'avais pas Internet, Christophe l'avait. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Donc, très vite, on s'est dit, finalement, si on faisait un CD-ROM. Le CD-ROM, c'était surtout mettre en avant les dons, la démarche, on va dire, qui y a derrière finalement l'association, en mettant aussi en avant les cartes, les images, etc. Donc, nous, on est parti un peu tête baissée là-dedans, dans le sens où c'est aussi un peu le challenge de réaliser, on va dire, cet objet. Alors, peut-être qu'on est parti un peu trop vite, parce que très vite, on s'est heurté à 2 problèmes, on va dire. Le premier, on va dire, il a été de dire, finalement, c'est bien beau, on utilise des logiciels, on n'en a pas forcément les licences, et derrière, si on devait commercialiser, on aurait un souci. Alors même s'il n'y avait pas forcément une envie de commercialiser, mais peut-être de distribuer. Et puis après, on s'est dit, mince, puisqu'on faisait ça entre nous,
Bah oui, mais on est quand même à 170 adhérents, peut-être même un peu plus déjà en 2000. S'il fallait graver manuellement finalement ces CD-ROM, ça serait compliqué, voire enfin, pas possible parce que trop complexe, trop long. Ou alors il faudrait le faire et donc un coût supplémentaire. Donc voilà, donc finalement on a été jusqu'au bout de la démarche sans trop savoir quoi faire de cet objet. Ouais, Euh, mais c'était quand même intéressant. Enfin, je veux dire, moi je suis très content d'avoir ce CD-ROM pour les 5 ans. Bah, il est Et, devenu un peu collector pour déjà, les quelques personnes qui l'ont finalement. oui, bah ouais, effectivement. Mais les prouesses techniques que vous aviez développées, alors qui doivent te faire rigoler maintenant, mais moi je suis toujours épaté. Hein, moi l'informatique, mais pas de toujours. Bon, ça nous empêchera pas de continuer les lettres papier, hein, voilà. Euh, mais je trouve ça à l'époque très bien, très bien. Puis vous incarnez bien en plus le panel de l'assaut. Effectivement, il y en a qui écrivent encore au stylo plume, et puis bah, il y en a qui savent se servir d'un ordinateur. Et là, et ce qui est bien, c'est que le trait d'union, bah, c'est la bande dessinée, c'est ce qui nous unit. Et Hmm. ça, moi je trouve ça pour le moins intéressant, quoi. Mais l'année 2000 va être intéressante. Les habits d'un musée fermé. Bon, on va pas trop s'énerver en année 2000. On attend les discussions qui ont lieu entre gens qui peuvent éventuellement étudier ce projet d'un nouveau musée. Mais Alors ça va être long. on y reviendra sur le CD-ROM parce que finalement, bah, le fait d'avoir été au bout, c'était dommage de ne pas en faire quelque chose. On a malgré tout fait une présentation. Alors je sais plus si c'était dans le cadre d'une réunion ou lors de l'AG, mais en De l'AG. l'occurrence en salle Nemo, voilà, tout à fait, pendant le festival, donc à Angoulême. Si on revient encore sur l'année 2000, alors l'année 2000 elle a été impressionnante en termes de dons, hein, puisque finalement bah, on a déjà évoqué des auteurs comme Chaboutet, mais Mhm. ce qui est intéressant aussi c'est la liste des revues qui sera finalement donnée cette année-là en fait. Ouais, Puisque il y a une très grosse quantité de revues, à la fois françaises et à la fois étrangères, récupérées. Ça, c'est des dons spontanés. Mais le musée commence à nous indiquer aussi de temps en temps les trous qu'ils ont dans leur collection, par exemple pour Âme Vaillante ou pour Lisette. Et là, on va, nous, toujours essayer de combler les trous, les manques à ces collections. Moi, j'aimerais signaler en 2000 Jacques Cambe. Jacques Cambe, parce que c'est 10 10 centimes. centimes, c'est le type qui a créé 10 centimes dans PIF. C'est un auteur à la Roger Mass. Et de la même façon que Roger Mass, il va faire un don somptueux au musée. Enfin, il va offrir une quinzaine de planches au moins, des livres, des photos d'archives. Enfin, parce que c'est pareil, pour Jacques Cambre, entrer au musée, c'est vraiment la consécration de sa carrière, quoi. Et ça, c'est chouette. Mais il faut pas oublier quand même qu'il y a une planche de Forest ou une autre de Chauzy, de Luz, les Maigret Gerlaville. Luz, qui est quand même, c'est quand Oui, même bien, quoi. bah, surtout en plus C'est c'était un l'auteur du strip. Charlie. Les Voilà. Maigret gèrent, les Maigret, enfin, ce qui paraissait dans Charlie Hebdo, ça avait un certain succès. Et puis on voit se pointer quand même le Jérôme Le Réculé, qui commence à avoir une petite notoriété. Avec Nuit Noire, ouais, tout à fait. Hmm, c'est ça. Avant qu'il commence Arthur et tout cela, quoi. Mais je crois que ouais, ça doit être ça. Mais c'est une belle année, hein, 2000. Enfin, c'est une année qui continue à s'étoffer. On continue tranquillement à faire les réunions mensuelles. Et puis on reçoit des auteurs. Hmm. Et les dons continuent à affluer. Mais ce don annuel, en revanche, on ne l'a jamais réfléchi en tant que tel. On ne s'est pas dit, on va faire un don tous les ans aux Amis du Musée. Je crois que c'est cette année que Anne-Hélène Hogg, la directrice du musée, a dit, mais il y a des tas d'associations d'amis du musée qui font pour un don annuel, qui font des dons beaucoup plus éloignés dans le temps, et c'est vrai on n'a jamais pensé à vraiment thésauriser, se dire on met de l'argent de côté puis on en fera une grosse planche dans 3 ans.
Sauf moi, ça me que paraît un peu fou par rapport aux adhérents de se Sauf dire. que ça veut dire qu'il faudrait être raisonnable tout le long de l'année, alors qu'on le sait, finalement, on a énormément d'occasions de rencontrer des auteurs, donc la possibilité d'encourager finalement des dons ou même des achats. Après, il y Voilà. a la notion de qu'est-ce qu'on on va pas stocker finalement des œuvres originales, enfin qui pour stocker, puisqu'on est une association, on n'a pas forcément des locaux, donc Mhm. voilà, après le don annuel a du sens. Alors c'est vrai que on s'accroche un petit peu à ça, à essayer d'enrichir pour qu'il y ait quand même quelque chose de représentatif. Et voilà, mais c'est vrai que c'est tentant de dire un jour on met des sous de côté pour acheter les planches, on va dire, d'un auteur un peu plus important, pourquoi pas. Mais je pense que ça nous générerait plus de frustration le long de l'année avec des occasions perdues. Donc voilà, après Ouais, et puis encore une fois, le copain qui habite loin, l'adhérente qui habite à 500 bornes, euh, bah moi j'aime bien lui dire où est passée sa cotise, quoi. Enfin, je veux dire que je trouve ça un peu frustrant de payer une cotise et puis de se dire, ah bah cette année ma cotise, bon bah elle sommeille sur un compte en banque. C'est peut-être dans 3 ans que, est-ce que je serai encore adhérent ou adhérente pendant 3 ans? Moi, j'aime bien que les cotisations soient valorisées finalement annuellement. Je me dis que on a effectivement une réputation d'honnêteté. Enfin, les auteurs savent fort bien maintenant que depuis en 25 ans, ils le savent que si on avait été des margoulins ou si on avait revendu des planches, ça se saurait quand même un peu. Le but avoué du musée, on achète, ils nous consentent des prix raisonnables, entre guillemets, parce qu'ils connaissent aussi nos moyens. Hein, d'ailleurs, on ne les cache pas aux auteurs. Donc, rares sont les auteurs qui n'ont pas consenti de rabais, quoi. Hmm. Bon, ben il y a des années plus intenses que d'autres, c'est vrai, mais ça reste, ça reste bien ce don annuel. Moi, je sais pas, j'aime bien cette cérémonie. Et puis malgré tout, euh, tout simplement, il y a des années où c'est le seul moment où on a rencontré les instances de la cité. Hein. Sinon, on faisait que se croiser dans les couloirs comme ça. Hmm. Donc là, au moins, c'est bien aussi que la cité se rende compte eh ben, de la présence physique des amis du musée. On est là, on se démène, on se débrouille, mais on existe, hein, on existe vraiment. Et je crois que c'est pas mal. Et puis le renvoyer par lettre, ça, aux adhérents, je trouve ça bien, moi, qu'ils puissent constater ce qu'on a acheté, ce qu'on a offert. Oui, très vite, dans la lettre papier, justement, il y a eu la possibilité de photocopier un certain nombre de planches qui ont été données, tout simplement pour que les adhérents qui ne soient pas présents lors des rencontres ou même de cette cérémonie de dons voient un petit peu quel type de dons on fait. Donc c'est vrai que le premier contact, il était là, hein, c'est-à-dire que au final, c'était la lettre papier qui permettait de voir les planches. Et souvent, c'était en plus, même si c'était une photocopie, on voyait l'original, on voyait le crayonné, et voilà, ça permettait en fait, de comprendre un peu mieux, je pense, surtout moi à mon niveau de loin, ce qui a été fait finalement en Charente par l'association. Mhm. Ouais. Non, mais t'as bien résumé la chose, quoi. Puis tant mieux si toi tu l'as ressenti en tant qu'adhérent, quoi. Euh, tu, alors, c'était pas d'excellente, ça n'a jamais été d'excellentes photocopies qu'on faisait dans la lettre, hein, c'est évident, mais il y a des adhérents, je pense, qui prenaient leurs albums respectifs, qui allaient regarder la planche sur l'album. Bon, ça permettait au moins ça, et puis de se dire, j'ai participé à ça, et moi je trouve ça valorisant. Hmm. On passe du coup à l'année 2001. Passons à l'année 2001. Donc 2001, donc l'année finalement attaque avec un musée toujours fermé. Oui, tout à fait. Et alors on peut passer tout de suite finalement au jeudi 8 novembre 2001 puisque va être inauguré, on va dire, un événement de l'association assez incongru, on va dire. Assez incongru, mais encore une fois sous l'angle de l'humour, quoi, parce que on aime bien se retrouver, on aime bien rigoler une fois par mois. Donc là, on nous dit, le
CNBDI nous parle en nous disant il va y avoir 6 musées imaginaires dessinés par Lucie Lhomme. C'est toujours la boîte où exerce Marc-Antoine Mathieu. Bon, alors d'accord, bon bah il y aura des musées imaginaires. En attendant, nous on fait des dons à un musée fermé. En juin 2001, ça c'est l'histoire locale charentaise, la fusée Tintin, parce qu'il y avait eu un gros projet de fusée Tintin, parc d'attractions, machin, ça se bâche complètement. Et puis le CNBDI affiche un déficit record aussi, alors là ça commence à couiner chez les financiers. Donc le 8 novembre, alors on a cette idée de se mettre des nids rouges, des nids rouges de clown, hein, des petits nids rouges, voilà, qu'on avait chacun, et nous allons déposer une gerbe sur lequel il y a écrit, sur le parvis des stars, à notre regretté musée, les AMBD poil au nez, parce qu'on est assez fin dans la rigolade. Et alors, ça c'est un vrai quiproquo, parce que honnêtement, on ne le savait pas. Quand on dépose la gerbe au pied du CNBDI, qu'on fait un petit discours là, pour rigoler, encore une fois, entre nous, il y a un conseil d'administration à la Cité. Et les personnes du conseil d'administration de la Cité vont prendre conscience qu'il y a des types en bas, sur le parvis, ce sont les amis du musée, ils déposent une gerbe, parce qu'ils en ont marre d'avoir un musée fermé. Il paraît que ça provoqué une petite émulation, disons que ça les a réveillés un peu là, pendant le conseil d'administration. C'était au moins ça, on va dire. C'était absolument pas prévu. Nous, on n'avait pas fait ça du tout pour ni perturber le conseil d'administration, ni quoi que ce soit. C'était tombé ce 8 novembre, mais c'est la naissance des Nez Rouges. Et ça c'est bien, parce que on va le refaire. On va se resservir des Nez Rouges quand même. En 2002. Alors c'était surtout pas un acte terroriste, au contraire, pas du tout, un côté bienveillant avec, on va dire, l'aspect nez rouge pour, on va dire, descendre, on va dire, d'un ton, et justement le côté humour avec cette gerbe qui aurait pu paraître morbide, mais justement c'est ce ton d'humour pour marquer le coup. Voilà, une association de musées sans musée, ça permettait de se poser des questions, on va dire. Supporter une telle incongruité. Bon, mais après coup, maintenant on peut en rigoler, mais à l'époque c'était quand même assez, comme dirait défunt président, c'était assez abracadabrantesque. Mais on a continué à faire un don annuel, parce que là on sait pas, on nous prend pas de cours comme ça, nous. Hein. Donc on avait bien offert des planches en cette année 2001, hein, voilà. Éric Bonin qui était rentré au musée, ou Chris Mirror, même Éric Liberge qui nous avait fait un ex-libris en 2000 parce qu'il était venu à Angoulême avec Florence Sestac. Et les images qui suivent, il y a Florence Sestac en image 8, après celle des 5 ans, et Liberge en image 9, quoi. Mmh. Et on continue en revanche avec le même dessin. Alors là, on est parti pour... Alors, de quelle hauteur cette fois la carte d'adhésion? C'est Margerin, je veux dire après... en 2001 2001, donc c'est la même en fait, je te taquine là-dessus. C'est Margerin parce que pendant quelques années, je reconnais qu'on va être un peu feignant, et on va se dire pourquoi aller chercher un auteur alors qu'on a la carte de Margerin, et on va l'exploiter, on va changer la couleur. On va demander à Franck, oui, tout à fait. On peut changer la couleur, parce que on lui passe un coup de fil quand même pour dire on peut le mettre en rouge, on peut le mettre en noir, et il nous disait oui bien sûr, parce que Franck est un mec éminemment gentil, et ça le faisait marrer en fait. Donc c'est vrai que pendant 4 ans au moins, oui c'est ça, 3 ans. 4 ans, 4 ans. 2001, avec 2002, 3 2003, ouais c'est ça, il va y avoir du Franck Margerin décliné sous toutes les couleurs. Il y aura une version bleue qui finalement n'aura pas été utilisée, qui aura été... Ça c'est un collector. C'est un collector. Ça, on s'est planté, mais ça c'est la première carte qui est imprimée derrière le dessin original de Franck. Et Franck qui découvre la carte bleue, il me dit mais le mec, mais vous êtes fou mec, si vous est passé par la tête, pourquoi vous l'avez fait en bleu? Vous auriez pu le faire en vert comme j'ai fait le dessin original. Ouais, bon, alors il y a eu
c'est un vrai, c'est un vrai, comment on dit, Collector. quel mot on emploie Mais bon, c'était c'est un finalement. collector, quoi, Ouais, voilà, ouais. ça c'est un vrai collector. Et puis on a tiré les cartes vertes comme le dessin original de Franck, quoi. Hmm. Qui Alors, reprend les couleurs en fait de l'album d'Hergé. Hein. hmm. Donc après, il y aura une version finalement rouge et une version noire. Ouais. Mais au final, finalement, comme le dessin avait convaincu pas mal de monde, l'idée qu'il soit repris, finalement, ça n'a pas choqué tant que ça. Au contraire, puisque finalement, c'est à partir de là que c'est devenu l'emblème, quelque part, de l'association. Mhm. D'ailleurs, il y en a même eu un tampon de fait qui a permis, on va dire, d'enrichir, on va dire, les lettres, les enveloppes des lettres papier, finalement. Voilà, Et de tous les courriers, d'ailleurs. on a fait faire à partir de. Oui, c'est devenu notre image de communication, on va dire. Hmm. Puis, il pouvait parler aussi très simplement à beaucoup. C'était le gardien du musée. Tintin est quand même admirablement répandu dans l'imaginaire collectif, donc les gens identifiaient très vite ce dessin, quoi. Plus facilement finalement, malgré tout le talent, hein, c'est pas le souci, que le dessin de Mézières, de Pierre-Yves Gabrion ou de Robin. Oui, bah on avait surtout le style de Margerin, on va dire très identifiable, avec Ouais. un gardien finalement qui a une banane, hein. Et Mhm, même le tout à fait. fétiche. Et le fétiche aussi, bien sûr, bien sûr. Alors, tu t'évoquais finalement donc un don donc, de Eric Liberge. Donc, et c'est la même année finalement qu'on a la sérigraphie de Liberge, justement. L'Hyperge en a. Oui, On oui, a, absolument. donc, on a Ouais, eu ouais, Sestac et donc Liberge la même année. ouais, tout à fait. Puis oui, c'est ça, ouais. Ouais, ouais, ça c'est l'image 9, ouais, des amis du musée. Très bien. On passe donc en 2002 déjà, finalement. Donc 2002, comme on vient de le dire, finalement, bah, la carte, on repart sur une couleur différente. Donc cette fois, ça sera la version rouge du gardien. Et puis, tant qu'à parler, on va dire, des sérigraphies, on sera sur Chabouté. Donc Chabouté qui a déjà été rencontré et finalement, auquel on a déjà finalement fait des dons au musée. Ouais, Je ne sais pas si la sérigraphie de Comès est la même année ou c'est l'année tout à d'après. fait. Ouais, je pense. Oui. Ouais. Donc là, finalement, là où on était rapidement, on est fréquemment à plus qu'une sérigraphie par an, finalement. Ouais. Très vite, on va pouvoir, on va pouvoir en offrir au moins deux par an à peu près. Et puis parce que on a du relationnel qui commence à jouer. Par exemple, il y a Hervé Boone des éditions enfin, c'est pas son boulot, qui parallèlement à son métier de géomètre a créé les éditions Bikini. Ah, il faut dire aussi que 2000, 2001, 2002, il y a quand même pas mal d'entre nous qui commencent aussi à être, à avoir la double casquette d'appartenir à l'association du festival et à l'association des amis du musée. Je veux dire, autant le festival est venu vers nous que certains sont montés vers le festival. Je dis monter parce que le festival a ses bureaux sur le plateau, pas loin de la mairie, et nous on se réunit en bas à l'échiquier à L'Houmeau, quoi, près de la Charente. Mais c'est pas péjoratif ni dans un cas ni dans l'autre. Euh, donc Hervé, par les éditions Bikini, lui connaît les imprimeurs, sait négocier des prix, et c'est pour ça qu'on va s'autoriser aussi. Le noir et blanc coûte aussi moins cher que la couleur, c'est bête, hein, mais c'est comme ça. Et on a quand même deux belles personnes qui manient le noir et blanc, sachant aussi que Chabouté est un admirateur inconditionnel de Comès. Donc c'est bien que ces deux-là soient réunis la même année, quoi. Alors, tu évoqué les éditions Bikini, du coup, il y en aura un dessin original de Dumonteil qui joindra, enfin, dire les collections du musée lors de notre don annuel d'ailleurs. Oui, c'est ça. C'est les éditions Bikini qui l'éditent, mais bien sûr qu'il y aura comment dire, un exemplaire de ce dessin, de ce grand dessin, plutôt c'est un 40-60, je pense que oui, il est édité sous forme
format affiche quasiment, de Nicolas Dumonteuil, une vue très contemporaine dans une rue de bordelaise, quoi. Et là, on est en quelle année, là? On est toujours en 2002. Finalement, On est en 2002. on a un musée qui est toujours fermé, mais finalement, on a un budget alimenté par les cotises des adhérents qui permet de toujours faire un don annuel assez conséquent. Je note aussi que les premiers objets 3D rentrent avec finalement des statuettes de l'atelier Atacus Bombix, on va dire. Donc que ça soit les pieds nickelés ou le grand pouvoir du Schinkel de Rosenke. Voilà. Atacus, Bombix, je les ai rencontrés sur un festival Côte d'Azur aussi. Et puis petit à petit, on va créer des liens d'amitié qui fait que plus tard, il y aura des pièces importantes de chez Atacus qui vont entrer au musée. Là, on est encore avec Atacus sur le fait qu'on achète et ils offrent des œuvres, quoi. Mais ils vont faire des dons aussi qui vont être assez importants. Le buste Black Sad, qui est en ce moment dans le musée, enfin qui y était juste avant le confinement, c'est un don d'Atacus, quoi. Mais en 2002, il y a aussi une chose importante pour l'association, c'est notre premier prix Passion du musée. Prix Passion, donc oui, donc inauguré en 2002 finalement, alors qui va se poursuivre jusqu'à 2009. Tu peux peut-être nous en expliquer en fait le principe? Le principe, c'était aussi de se dire, tiens, si les amis du musée décernaient un prix, une fois qu'on l'a dit, faut le mettre en place, c'est plus rigolo, faut définir surtout, mais ça partait d'un bon esprit, Je pense que c'était pas sot comme démarche parce qu'il fallait avoir fait au maximum 3 albums. Le but, c'était pas de récompenser, on va dire, un auteur confirmé, mais plutôt de privilégier la jeunesse de l'auteur. Voir les jeunes, c'était d'aller forcément de rencontrer des jeunes auteurs, quoi. Et c'est pour ça que le premier prix, c'est Jacques Hamon, qui aura la carrière que l'on sait. Donc avec le succès de son album Le Tueur, tout à fait. Et il en est au tome 1 du Tueur, quoi. Et il nous plaît bien et on va l'inviter et il va venir au musée et bizarrement, non c'est pas bizarrement, mais l'année d'après, il y a des planches de Luc Jacamon qui vont entrer au musée, quoi. Donc là, il y a un prix Passion, une rencontre et à la clé des dons en fait. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est le bonheur quand ça arrive. En 2002, il s'est quand même passé pas mal de choses. Parce qu'il y a enfin l'ouverture des musées imaginaires en septembre. Ah, on retrouve un musée, on est content. On n'est plus les amis du musée fermé. Il y a les musées imaginaires qui ouvrent au rez-de-chaussée du CNBDI. Donc dans la partie finalement exposition temporaire, on va dire. Ouais, où il y a eu Tardy, où il y a eu Taniguchi dans cette partie-là. Là, il y a les musées imaginaires. La Maison des auteurs aussi, qui fait son apparition quand même, avec sa directrice Billy Munoz. Il y a aussi Thierry Groshin qui crée les éditions de l'an 2. C'est en 2002, ça aussi. Et puis, les AMBD, presque à 1 an, à 2 ans d'intervalle, remettent leur nez rouge. Alors cette fois-ci, c'est pas finalement pour remettre une couche sur la fermeture du musée. Là, c'est finalement pour un événement tout autre, mais évidemment lié à la bande dessinée. Oui. L'année de la création des Amis du musée, on avait écrit à la municipalité pour dire ce serait quand même pas mal si un square ou une rue ou un boulevard ou ce que vous voulez portait le nom d'Hugo Pratt. On n'a jamais eu de réponse à cela. Et malheureusement aussi, Hugo Pratt est mort l'année en 95. Mais bon, alors on se disait quand même, il pourrait faire un effort, il pourrait baptiser quelque chose, faire qu'on identifie un peu plus la capitale de la bande dessinée par des choses. Alors, finalement, comme il ne répondait pas à certains courriers que nous avions faits, on a mis les nez rouges, on a pris une échelle, et puis on est allé débaptiser une rue, la rue de la Cloche Verte, pour ne pas la nommer, qui est à 2
2 pas de l'hôtel de ville, et on a apposé dessus, il y avait déjà les phylactères, hein, il y avait, faut pas exagérer, il y avait déjà les plaques de rue en forme de phylactère, et dessus on a mis la rue Saint-Augan qui est le père de l'Alfred, les premiers prix du festival, Ziguépus. Donc voilà, ça aussi, puis on est rentré chez nous, hein, bon, on était contents. Mais on a débaptisé, effectivement, on a mis une rue Saint-Augan pour dire, faites un effort quand même au niveau de la municipalité. Alors, Voilà. comment ça a été perçu, ça, au final, par la municipalité? Je sais pas s'ils s'en sont véritablement aperçus. Enfin, c'était pas méchant, encore une fois. On peut pas dire que ça a été... on n'a pas tiré au canon, quoi. Oui, et puis il n'y a pas eu de dégradation non On ne plus. s'est jamais répandu non plus en fiel dans la presse. Ou, on n'a pas comment dire, on n'a jamais été pu prendre en déni de loyauté, en défaut de loyauté. Hein. Les amis du musée n'ont jamais craché dans la soupe, n'ont jamais torpillé qui que ce soit ou Il y avait, craché du venin, quoi. il y avait aussi Mais le fait est que l'année d'après, il y a la rue Arger qui sera inaugurée. Et l'idée finalement là de cette finalement de deuxième opération du Nez Rouge, c'était aussi par le fait que il y allait y avoir finalement cette première rue BD et surtout elle n'était pas à Angoulême. Puisque moi j'avais noté que c'était une petite ville de la Côte d'Azur qui allait inaugurer une rue avec finalement une connotation finalement bande dessinée, et ça serait pas Angoulême avec toute l'aura qu'a la ville qui bénéficierait de cette finalement première opération. Mais c'est un scandale, monsieur. Mais oui, Exactement. voilà. Alors quand on voit finalement je sais pas si la rue, le fait d'avoir apposé une rue, une fausse plaque d'une rue Saint-Augan a servi à quelque chose, mais au moins, on a commencé avec la rue Hergé. Enfin, il n'y en a pas 50, il y a la rue Goscinny. Bon. Alors, ce qui était intéressant, c'est que finalement, c'était déjà sous forme de bulle, alors qu'on le voit maintenant. Je sais plus à quel moment c'est arrivé, mais toutes les rues finalement du centre sont sous forme de bulle. Oui, tout à fait. C'est un phylactère. Ils sont arrivés à peu près en même temps, et voilà. Mais c'est vrai que le nom de la rue est apposé dans un phylactère. Et ce qui est pour le moins sympa, ce qui n'est pas lourdingue. Alors là, on peut pas dire que c'est quand même le parc Disney, quoi. C'est un petit clin d'œil discret mais sympa, je trouve, à la bande dessinée, quoi, et à ce que représente Angoulême à l'intérieur de la bande dessinée. Ça, c'est bien. En 2002, il y avait 2200 albums de parus. Je pense qu'on avait arrêté de faire les parutions. Oui, donc ça avait déjà quadruplé finalement. Quasiment. On avait dû se fatiguer, je pense. Et puis en 2002, c'était aussi Gérard Balindiala qui était président. Alors oui, donc à cette période, donc tu avais laissé la présidence. Alors tu n'es pas resté bien loin et tu gérais toujours en grande partie la lettre papier. Bien sûr, qui était toujours très apprécié et qui était un des moments forts, on va dire, du lien on va dire, entre les membres du bureau et puis l'ensemble des adhérents. Oui, et puis, non, ça poursuit gentiment son chemin. Enfin, la réunion mensuelle avec accueil d'auteurs et le partage d'un repas après est devenue... est institutionnalisé, on va dire. Ça fait vraiment partie de la vie de l'association, quoi. Et c'est et c'est bien parce que ça perdure encore et c'est un vrai moment de convivialité. Et puis là, on voit bien avec le Covid-19, ça nous manque. Hein. C'est tout simple, mais pas voir les copains une fois par mois, casser la croûte ensemble, recevoir un auteur, d'un seul coup, on se sent un peu orphelin quand même, un peu beaucoup même. Et ce qui prouve bien que c'est un moment riche, partagé et puis intéressant. Alors moi j'ai pas eu beaucoup l'occasion là de participer, même pas, si ce n'est une fois. J'ai le souvenir d'un repas à l'échiquier avec la rencontre auteur et Herman, et en effet entre ce moment d'échange avec l'auteur, le repas, c'était oui c'est quelque chose vraiment d'intéressant. On passe une bonne soirée, quoi. Il y en a qu'une par mois. Et en même temps, on s'aperçoit que on s'y est bien fait à ce rythme d'une par mois, et encore, il y en a quoi? Il y en a 10 dans l'année. Hein, mais c'est bien, et puis on rencontre quand même des belles personnes avec les auteurs. Hein, la plupart du temps, les auteurs sont quand même extrêmement intéressants. Ils nous montrent des choses quand même aussi
des crayonnés, ils apportent leur storyboard, ils apportent des choses, ils sont pas avares de paroles ni de démonstrations. Donc tout le monde se régale. Alors, du coup, on en était en 2002, donc on arrive à 2003. Oui. Donc 2003, en fait, deux sérigraphies encore cette année. On aura une sérigraphie de David Cerchiara et puis une sérigraphie de Zic et Puce, donc de Alain Saint-Augan. Voilà, David Cerquera est un auteur installé à Angoulême. Il bosse avec Masbou sur À l'ombre de l'échafaud et puis il fréquente régulièrement le bar L'Échiquier, donc il sera invité, il nous fera une image dont l'original sera offert au musée l'année même, d'ailleurs en 2003. Le dessin de Saint-Augan de Ziguépus, c'est un dessin qui appartient à notre père fondateur du festival, c'est-à-dire à Francis Groux. Et puis voilà quoi, mais belle. Enfin, c'est intéressant d'avoir aussi un dessin comme ça dans nos images quoi. Et puis qu'est-ce que je pourrais dire en 2003? Et 2003, c'est le deuxième prix Passion est attribué à Béatrice Tillier qui fait Fée et tendre aux tomates. D'ailleurs, il y aura une planche de Tillier dans les 25 ans. Parce que très beau trait, elle dessine bien cette jeune femme. Au niveau des dons, on poursuit les dons de Atticus avec des statuettes de Loisel aussi, donc qui permettent d'enrichir, on va dire, en dehors des classiques planches. Ouais. Et puis il y a ça. Il y a aussi, je crois que c'est la première fois, il y a des scénarios de David Chauvel, de Arthur et de Nuit Noire. Ouais, tout à fait. Donc ça c'est bien, c'est des scénarios qui rentrent au musée. On peut noter quand même l'entrée au musée de Johann Sfar, grâce aussi à Francis, qui va négocier une planche du Chat du Rabbin. Ce sera un don de l'auteur, encore une fois, quoi. Et puis d'un papy qui était rigolo comme tout, qui s'appelle André Gondot, qui dessinait des dessins d'humour dans plein de journaux et qui fera aussi, on négociera avec lui un achat, un don, mais de plusieurs dessins, de plusieurs petits dessins. Bon, donc on est toujours sur un musée fermé, donc on peut passer tout de suite finalement à l'année. Les musées imaginaires sont ouverts, voilà. C'est pas un musée en dur, quoi. C'est un musée. On a le mérite au moins d'avoir une exposition, d'ailleurs qui est plutôt réussie, qui fait patienter, j'ai envie de dire. Oui, voilà, c'est ça, hein. C'est tout à fait ça. Alors 2004, donc on évoquait le prix Passion justement. Alors 2004, ça sera la famille Jouvray, puisqu'on aura aussi bien Olivier au scénario, Jérôme au dessin et Anne-Claire à la couleur finalement. Ça c'est une belle rencontre, hein, les Jouvray. Qu'est-ce qu'on peut dire des Jouvray? D'abord, ils vont nous faire beaucoup rire quand ils disent que le tome 1 de Lincoln va avoir le prix œcuménique. Ils n'en reviennent pas, quand on leur annonce ça, ils ont le prix œcuménique. Bon, ils le prennent, hein. Ils rigolent beaucoup. Qu'est-ce que je veux dire aussi? Les Jouvray, plus tard, nous réaliserons une carte très très réussie. En 2011, oui, une très très belle carte. En 2011, ce qui sera vraiment une carte, moi, qui m'a beaucoup fait rire. Et puis qui décrit à la fois les relations parfois que nous avons eues avec le musée. Mais très belle carte, et puis il nous fera aussi un beau dessin. Ils nous feront aussi un beau dessin, quoi. Une belle image. Je reviens là sur le don, pareil, on a le dessin de mise en page, le storyboard, le crayonné de la planche, donc on a quand même quelque chose, enfin on a une planche du tome 1 et du tome 2, donc on a quand même quelque chose de cohérent sur la partie créative d'une planche. Ouais, tout à fait. Et ça c'est les Jouvray, et la même année, en 2004, on offre aussi du Cauvin, des scénarios de Cauvin. C'est des dons, hein, et on aura aussi la même chose pour les tuniques bleues, parce que Lambil plus tard offrira aussi une planche, et j'ai remarqué que
ces choses-là ont été souvent exposées par le musée dans la dans la partie qu'ils appelaient l'atelier. Et là, au moins, ils avaient effectivement, quand tu parlais des Jouvray, il y a tout, quoi. Le crayonné, le storyboard, la mise en place et puis la mise en planche plutôt à la fin. Et ça, c'est pédagogiquement, mais on comprend mieux comment fonctionne un auteur, comment fonctionne le métier plutôt de la bande dessinée. Et ça, ça intéresse beaucoup le musée. Et nous aussi, d'ailleurs. Et puis, oui, il y aura le Fred Touron. Mais le Fred Touron, je sais pas si c'est en 2004. Alors moi, je note en 2004. Après, il y a toujours l'ambiguïté sur les dons qui sont faits, qui sont récupérés une année, des fois donnés l'année d'après, mais des fois à quelques mois d'intervalle. Donc officiellement, ça a été donné en 2004. Oui, ouais. Oui, on va dire ça comme ça, ouais. La même année, moi je note, tout à l'heure je l'évoquais, hein, la rencontre Herman, et justement, lors de cette rencontre, finalement, il y a eu l'idée finalement de conserver une trace, on va dire, de ces rencontres. Et il y a eu des livrets de fête, en fait, des petits livrets là, des rencontres. Alors il y a eu Herman, après il y a eu par la suite Baudouin, Thévenet. Donc l'idée c'était vraiment de garder une trace. Alors c'était fait main, hein, puisque tu avais reconduit finalement en papier l'essentiel de la rencontre, mais on est quand même sur un petit livret qui fait de nombreuses pages. Donc ça permettait au moins de garder une trace de cette rencontre. Et puis pour ceux qui n'y avaient tout simplement pas participé, de se retrouver en fait avec tout l'avantage de cette rencontre, parce qu'il y a eu un vrai échange. Alors ça c'est intéressant, hein, parce que depuis quelques années on enregistre finalement les rencontres. Et l'idée c'était vraiment de garder une trace et surtout le partager à tous ceux qui ne sont pas présents lors de ces rencontres. Ouais. Là aussi, c'est. Mais enfin, tout est du boulot, quoi. Enfin, c'est ça, malheureusement. Enfin, comme tu l'as souligné en liminaire de la conversation, c'est du bénévolat. Et à l'époque, il y en a pas un de nous qui est encore à la retraite, quoi. Donc, entre le boulot, les enfants et puis la vie de tous les jours, faut trouver du temps pour ça. Enfin, mettre par écrit un entretien d'un auteur pendant 1 heure et demie, c'est fastidieux, hein, quand même. C'est assez long. C'est bien, on est satisfait quand c'est fait. On est content de l'objet quand il est fait, mais c'est quand même énormément de boulot. Et on a pas mal de cassettes audio, effectivement, d'enregistrement avec les premiers auteurs qu'on a reçus. Et c'est vrai on n'a pas su les exploiter. Enfin, il n'est jamais trop tard, de toute façon, pour entendre un interview d'auteur. Mais on aurait sûrement pu... Alors il n'est pas trop tard, écoute, puisque finalement, depuis qu'on a un micro numérique, on les enregistre et on essaie finalement de les mettre en ligne. Donc écoute, à l'occasion, ça vaudra le coup de se repencher là-dessus, sur ces rencontres-là, éventuellement de les mettre en ligne. Hein. Ça pourrait être intéressant, hein, dans un deuxième temps. Hein. Je pense qu'il y aurait forcément des amis intéressés, quoi. Moi, je voudrais dire, alors, profitant de 2004 ou 2005, peu importe, mais je commence à prendre conscience, moi, à travers les échanges épistolaires qu'on a avec les AMBD, qu'il y a beaucoup d'AMBD qui font des choses en dehors de par leurs activités, quoi. Et ça on s'aperçoit de la richesse, en fait, des AMBD qui contribuent pas forcément directement aux amis du musée, mais qui permettent souvent des points de liaison. Ouais, tu l'as évoqué tout à l'heure, donc entre ceux qui travaillent dans différents festivals BD, voilà. Ceux qui travaillent finalement différents éditeurs, tu as évoqué les éditions Bikini, il y avait aussi éventuellement Alain Bollet, mais oui, tout à fait. Un adhérent qui s'appelle Yves Meyer qui fait le Calvat BD, les amis Jacobs, ils arriveront un peu plus tard, mais Julia Récaud, Franck Faugère, David Vier qui était un adhérent de la première heure, il fait un festival BD Côte d'Azur. Il en fera 12 éditions. La continuité du festival BD de Bassillac, pendant ce temps-là, les copains continuent à le faire, quoi. Je m'aperçois aussi au
renouvellement de cotises, parce que c'est là qu'on a le plus de courrier, il y en a plein qui dessinent, qui font des enveloppes que j'ai conservées, hein, absolument magnifiques, rigolotes très souvent et superbes, quoi. Enfin, Alors, c'est là que notamment... Les cartes de vœux, bah ça, il y en a plus d'un qui bricolent des collages, des choses rigolotes pour leurs cartes de vœux, quoi. Donc en parlant de dessins, donc t'évoquais, bah, il y a notamment les dessins là, de Christophe Compin, qui avait notamment illustré la rencontre de Jacques Hamon finalement. Et au fur et à mesure, finalement, tu vas glisser les dessins là, de ses adhérents dans la lettre papier finalement. Oui, oui, qui va permettre d'illustrer de façon humoristique pas mal d'articles. Et puis je trouve ça bien de faire appel aux AMBD qui sont un peu loin. Christophe, il est à Limoges, il est loin de venir à toutes les réunions. D'ailleurs, il vient pas aux réunions. On le voit à l'AG, Christophe. Mais comme il accepte de dessiner et puis que ça le fait, lui aussi, il prend son plaisir. Eh ben, je me dis, allons-y. C'est bien, quoi. Voilà. Mais je m'aperçois aussi de la richesse de l'association, enfin de ce que créent les membres de l'association, quoi. Et ça, c'est plutôt sympa à envisager. Donc là, on arrive finalement à un cap, puisqu'on arrive déjà en 2005, donc déjà 10 ans. Donc 10 ans, bah, finalement, on poursuit dans la foulée donc, les traditionnelles, on va dire, sérigraphies. Donc là, on aura un dessin de Anastasio, donc Spaghetti à la fête, et puis une sérigraphie de Jacques Hamon, donc, qui avait été rencontré finalement auparavant. Alors, la carte, on est en 2005, on finit finalement la série de Marjorin qui avait été exploitée finalement de 2000 à 2003. On était passé finalement sur la carte de 2004 qui avait été fait finalement par Lambil et Covin, donc avec les tuniques bleues. Et là, on arrive finalement en 2005 avec une carte de Jean-Luc Loyer. Voilà, c'est ça qui reprend le thème un peu du musée. Ce que n'a pas fait Lambil, c'est le moins qu'on puisse dire. Il nous a fait les tuniques bleues, mais vraiment un dessin classique des tuniques bleues. Jean-Luc revient en fait un peu plus dans le musée, puisque le petit personnage qu'il nous dessine avec son chien tient un cadre comme s'il allait entrer au musée ou qu'il regardait quelque chose dans le musée, quoi. Et c'est vrai qu'on retrouvera après dans les différentes cartes la thématique du musée. Et 2005, c'est le 4e prix Passion, hein, c'est Bruno Le Floch, et la démission de Loc Fourcault qui va quitter le CNBDI. Et puis, comment s'appelle-t-il, c'est Pascal. Pascal devient président à la suite de Gérard en 2005. Alors 2005, il y a aussi la ressortie, on va dire, des Nez Rouges. Oui, parce que il y avait eu une admirable création. On n'avait pas entendu parler de l'Observatoire de la bande dessinée. Ah bah ça tout de suite, ça nous avait émoustillé. On s'était dit oh là, ça va être chouette ça, un observatoire de la bande dessinée. Donc oui, alors bon, c'est très premier degré, hein. Mais encore une fois, on s'est réunis sur le parvis des stars. Il faisait froid ce jour-là, il y avait du vin chaud heureusement, mais on a mis les nez rouges et on s'est pointé avec des lunettes d'astronome, des jumelles. Et puis voilà, nous on avait observé aussi la bande dessinée sur le parvis des stars et ça nous avait amusé, hein, tout simplement. Hein. C'était histoire de critiquer gentiment ce truc, ce machin de l'OTAN, de l'ONU, de l'OTAN. Ouais, un observatoire de la bande dessinée. Je sais pas ce qu'il est devenu, je sais pas s'il vit encore, mais je pense pas. Ouais. Donc il y avait cette inquiétude du rapprochement du CNBD avec le FIBD, donc il y avait vraiment une ambiguïté sur le cadre de cet établissement public, commercial, enfin voilà, c'était mine de rien, c'était pas que un événement, on va dire, satirique, il y avait aussi quand même une inquiétude derrière du but réel de cet observatoire finalement. Ouais, et puis on va entrer dans une période un peu compliquée au niveau. Mais là, je ferai une digression
informations. Après, on va entrer dans une période un peu compliquée pour le musée, enfin pas pour le musée, pour le CNBDI. Jean-Marie Comte va succéder à André-Marc Delegue-Fourcault. Il va rester 1 an et demi, il va se fâcher avec les politiques, ça va durer très peu de temps. Et là, on va entamer aussi une valse succession de directeurs et de directrices du musée, ce qui ne permet pas d'instaurer vraiment des relations dans la sérénité. Il y a le problème d'être angoumoisin. Enfin, le problème. C'est pas un problème d'être angoumoisin, mais je me suis aperçu avec le temps, moi, que il y a un effet loupe quand même d'être là, d'être dans la ville. C'est que tu es forcément au courant, et puis ça fait les gros titres des journaux locaux, des querelles qui existent entre la cité et le festival. Tu es forcément au courant des querelles qu'il y a entre politiques. Tu es forcément au courant de telle attitude par rapport à tel projet. Et je me suis aperçu que dans les lettres, j'avais peut-être trop tendance, bien souvent, à parler de la vie angoumoisine, alors que le soutien des adhérents qui habitent loin d'Angoulême, c'était pas forcément ce qui pouvait les intéresser. Mais c'est vrai que j'ai peut-être dit, j'ai peut-être parlé trop souvent de la vie angoumoisine, quoi. Parce que ça nous paraît important, nous, en interne. Mais ça ne l'est pas forcément. Moi, je me disais, mais j'aime beaucoup le musée d'Orsay. Si j'ai envie d'aller voir une expo au musée d'Orsay, je vais me préoccuper de quoi? Du jour où je vais y aller, du train que je vais prendre, et puis de l'expo que je vais voir. Pas de savoir si le directeur du musée d'Orsay se dispute ou peut pas saquer le directeur du musée Rodin. Je m'en fous un peu. Et je me disais, finalement, je raconte ça aux amis du musée. Est-ce que ça les intéresse vraiment, ceux qui sont loin, mais... En même temps, on est dans une période où le musée est fermé, donc quelque part, avoir des nouvelles, moi encore une fois, hein, je vois ça de loin, donc ça permet au moins de comprendre qu'est-ce qui se passe dans cette période finalement transitoire. Donc en effet, t'appuyer un peu sur le côté local, mais quelque part, pour tous ceux qui étaient loin, c'était les seules nouvelles qu'on arrivait à avoir du musée, quelque part. Oui, c'est ce que je me disais aussi, c'est important de le savoir, mais je veux dire, en tant que citoyen, tu fais attention aux élections municipales parce que tu sais aussi que selon la municipalité qui va être élue, elle sera plus ou moins bienveillante envers le musée ou envers le festival, et que on va être directement impacté, pas nous en tant qu'association Amis du Musée, c'est là où notre indépendance nous a toujours servi, mais ouais, sur le relationnel que tu as avec les gens, il peut être différent selon une élection ou selon des bisbilles qui existent entre des personnes. Ça c'est... Alors, bon, mais je l'ai fait sans vraiment, je dirais, savoir quel impact ça pouvait avoir, quoi. Il me semblait que c'était important d'en parler. Maintenant, avec le recul, je me dis, est-ce que c'était si important d'en parler? J'aurais peut-être mieux fait de parler des auteurs, mais il y a aussi des revues spécialisées pour ça, quoi. Je me dis, après tout, un ami du musée, il est grand, il sait ce qu'il veut faire, quoi. Alors, En 2005, on peut quand même revenir sur les dons, parce que... on a deux belles couvertures de lettres, une par Margerin et une par Baudouin. Je sais pas si tu t'en rappelles, mais ces deux lettres-là, elles étaient bien parce que Baudouin nous avait donné, alors que Baudouin suscitait pas un engouement, je te dirais, forcené au niveau des amis du musée. Il nous a donné une leçon de dessin avec une humilité, une gentillesse et puis surtout un talent. Tout le monde est ressorti ébahi, étonné du talent de je l'évoquais tout à l'heure, il y aura au moins une trace de cette rencontre avec un petit livret là, de retranscrit que tu as retranscrit finalement par papier. Hein. Donc on a quand même la trace de cette rencontre. Nous sommes en 2005. 2005, donc on peut quand même parler des dons, hein, puisque malgré tout, finalement l'association continue de travailler. Il y a notamment un achat donc, en salle des ventes, et donc est assez varié hein, en termes d'albums. Et puis il y a toujours cette notion de don de planches d'auteurs assez important. Donc on a évoqué Baudin, mais il y a aussi Blanc-Dumont.
Il y a de nouveau des dons, on va dire, par Otakus de bustes, notamment, tu l'as évoqué, le Black Sad de Guardino, mais également une statue de Pélis de Loisel. Et Ouais, ça c'est des puis, grosses pièces. Hein. ouais. Alors, il y a une chose assez originale. Il y a des statuettes de métal là, qui viennent du Burkina Faso. Là. Tu peux nous en parler un petit peu? Ben, oui, à l'époque, on a un ami qui travaille au Burkina Faso hein, pour le gouvernement burkinabé, mais qui est détaché. Hein, c'est un expat. Et puis, il a l'idée de demander à un sculpteur sur le marché de lui faire une statuette comme ça. S'il lui donne le modèle, c'est qu'il peut faire une statuette. Et il n'y a pas de souci. Le type se fout pas mal de savoir s'il faut demander des droits ou pas des droits. Donc, on va avoir des Lucky Luke à cheval, les Dalton aussi. Et puis, il fera aussi un Titeuf. C'est un exemplaire unique. Hein. C'est une statuette qui vient du Burkina Faso qu'on offrira à Zep en échange de sa planche. On lui a offert ça à Zep. Il était ravi. Il était content comme tout, parce que de toute façon, il risquait pas d'y en avoir deux. Hein. Il y en avait qu'une. Et ça, moi, ce que j'ai trouvé, c'est que nous, dès qu'on utilise une image ou quoi que ce soit, faut pas oublier le copyright, faut faire gaffe si tu n'as pas le droit d'utiliser RG, s'il n'y a pas un avocat qui traîne, tu t'arrêtes pas de te documenter sur ce que tu as le droit et pas le droit de faire, alors que tu prends un artisan à Ouagadougou et le type te fait une réplique plutôt pas mal, d'ailleurs, en plus, d'une statuette en se foutant royalement. J'aurais dû lui demander du Black et Mortimer, d'ailleurs. Je regrette maintenant, mais bon. Voilà ça m'amuse, ça. Non, mais Histoire de statuettes. Alors le musée les a pris avec plaisir, ça les a fait rigoler aussi, mais on les a jamais vus. Hein. Parce que je pense qu'ils se méfient peut-être un peu aussi. Après, oui, il faut que ça soit expliqué clairement que c'est pas un objet officiel, c'est un amateur, un passionné finalement qui l'a réalisé. Donc bon, à voir si dans le futur le musée osera à les exposer. Ouais, tout à fait. Alors, dans les années qui suivent, on aura un don similaire avec une plaque finalement de c'est Tintin au Vietnam, il me semble. Ah bah oui, Voilà. ça c'est le gendre à notre ami Gérard oui, c'est ça, lui aussi, qui est prof au Vietnam, je crois, quelque chose comme ça, qui trouve ça sur les marchés, mais comme il va y avoir aussi des plaques qui viennent de Madagascar, alors là, les Malgaches, ils sont assez forts aussi pour faire du Tintin. Ce sont de très beaux... Ils font des belles pièces hein, en bois, c'est superbe. Et bien sûr qu'il n'y a pas marqué copyright Moulin Sarin. Et donc, il y a du Tintin. Ce que j'aime bien aussi, c'est quand même la variété des couleurs employées. Alors ça décoiffe un petit peu de temps en temps, mais bon, c'est amusant, bien entendu. Comme Yannick qui nous ramènera à un moment donné des Tintins de Chine et puis même des éditions pirates de Tintin en Chine. Enfin, je veux dire, en même temps, on reste très très enfantin. Mais On a un côté gamin quand même, ça nous fait rire. En même temps, il y a la partie ouais. collectionneur de dénicher des trucs assez inédits, mais tout de suite dans le partage et de l'offrir au musée pour que ça soit visible à un maximum de monde. Hein. Donc, il y a toujours cette démarche-là de voilà, j'ai trouvé une perle, je le partage en réunion mensuelle, puis il y a le don derrière. Ouais, tout à fait, mais c'est ça. Hein, c'est vrai qu'on pourrait dire que nous manquons peut-être de réflexion, mais il y a des théoriciens de la bande dessinée, puis il y en a même à l'intérieur des amis du musée qui peuvent théoriser si un jour on avait besoin d'écrire très très bien. On a de la matière grise aussi en réserve. Alors du coup, ainsi se terminent les 10 premières années finalement de l'association. Voilà pour cet entretien. J'espère que ça vous a plu. Donc on est sur les 10 premières années de l'association, sur les 25 ans que comptent finalement les AMBB à ce jour. Il reste encore une heure de rush, d'enregistrement, donc je ne sais pas si j'en ferai une deuxième vidéo. En tout cas, merci et peut-être à bientôt.